La série commence en nous montrant une forteresse en pleine annihilation, le sol jonché de cadavres. Un homme seul traverse tout cela, complètement indemne, sans même une seule goutte de sang sur lui, tenant toujours son épée, car ce qui se dresse devant lui est l'ennemi final, qui est assis là, haletant et riant nerveusement, et l'homme lui demande si son nom est Bongak. Bongak lui demande comment il connaît son nom, et l'homme sourit en disant qu'il ne se souvient pas de lui. Mais vu le nombre de personnes qui sont passées par la forteresse, il peut comprendre pourquoi. Mais il est quand même un peu blessé, car il attend ce jour depuis très longtemps. Bongak dit que s'il est passé par ici, il devait être un prisonnier, et c'est mauvais signe. Il cherche une sortie du regard, mais cette distraction lui retombe dessus, car l'homme comble la distance et balance son épée en l'air. Lui coupant complètement les deux oreilles, il se met à hurler de douleur et essaie de contre-attaquer, mais il est trop lent car l'homme est derrière lui et lui dit que c'est impoli de se détourner quand il est encore en train de parler. Les prochains seront ses bras et ses jambes, lui disant de repenser à il y a 12 ans. Bongak dit que si c'était il y a 12 ans, il doit être un escorteur de l'agence des escortes du château d'argent. Le regard de l'homme semble un peu amer alors qu'il repense au moment où il a été capturé, enfant, dans le passé. Mais ça ne cesse pas arrêter là, car il a été torturé par Bongak lui-même sans autre raison que le fait qu'il le pouvait. Il a l'air furieux en se remémorant ce souvenir, et charge en comblant la distance, balançant son épée vers le haut. Bongak ne peut même pas réagir, alors que son sang gicle, on voit ses bras et ses jambes coupés. Il s'effondre au sol comme un tronc et se met à hurler de toutes ses forces. L'homme lui demande s'il se souvient du nom de Sama Jian. Bongak rit en demandant de quoi il parle, et Jian dit qu'il y a 12 ans, il était en livraison quand son groupe leur a tendu une embuscade, et il a été fait prisonnier. Et c'est lui qui l'a vendu au marché aux esclaves. Bongak rit en disant qu'il se souvient maintenant, qu'il a eu tort à l'époque, en s'excusant. Jian l'attrape par la poitrine en disant que le petit porteur de l'agence d'escorte du château d'argent qu'il a vendu en esclavage ne doit pas être oublié, même dans sa mort. Alors qu'il commence à drainer son essence vitale, il crie pour lui rappeler que son nom est Sama Jian. Alors que son sang même commence à sécher, se transformant en poussière dans l'air, nous voyons son corps complètement ratatiné, et Jian rengaine sa lame et se retourne, disant que ce sera la dernière fois qu'il se souille les mains de sang, et qu'à partir de maintenant, il vivra une vie normale. Quelqu'un défonce le mur, et on le voit debout, appelant Jian son capitaine. Jian se retourne, et l'homme dit qu'ils ont libéré tous leurs prisonniers. Il se met à en rire. Jian lui dit que c'est du bon travail, et il lui demande ce que ça fait d'avoir enfin sa vengeance. Mais aussi, c'est difficile à croire qu'il ait pu être réduit en esclavage au départ. Jian dit honnêtement que ce n'était pas aussi satisfaisant qu'il le pensait, et on dirait que le maître de la forteresse lui-même n'est pas là. L'homme dit qu'ils le trouveront et s'occuperont de lui plus tard, demandant s'il se dirige maintenant vers sa ville natale. Jian dit oui, et il est temps qu'il puisse enfin y retourner. Maintenant, le chemin sanglant de la première épée de la voie démoniaque va enfin se terminer ici. On les voit marcher ensemble à travers un champ. Jian lui demande s'il est certain de vouloir le suivre. Il répond, bien sûr, il n'a nulle part où aller, mais il est aussi curieux de découvrir sa ville natale. Jian dit qu'il avait oublié que son plus lointain souvenir était son entraînement dans la secte. L'homme dit qu'après avoir passé toute sa vie à trimer dans cet endroit, en sortir est comme un rêve. Jian dit que lui non plus n'arrive pas à croire que c'est réel. On a un flashback de son départ alors qu'il entre dans un des bâtiments, s'approchant d'un bureau, et l'homme assis là est l'instructeur de la secte démoniaque céleste, Guangyou. Jian se tient devant lui et le salue. L'homme lui verse un verre en disant qu'il espérait qu'il ne viendrait pas, alors qu'il soulève la coupe par la force et la lance vers lui. Alors qu'elle vole vers lui, Jian l'attrape et la boit d'un trait. Il dit que lorsqu'ils ont rencontré le grand chef de la secte pour la première fois à la vallée du Dragon Noir, il leur a fait une promesse. S'il dédiait 10 ans à la secte, il les libérerait. Et finalement, ces 10 longues années sont terminées. Et comme la condition qu'il lui a imposée il y a 3 ans a également été remplie, Guanyu prend une gorgée avant de poser sa coupe, disant que même si les factions démoniaques ont été unifiées et que la secte démoniaque céleste a été ravivée, les choses sont encore loin d'être parfaites. Jian dit que la condition qui lui a été donnée n'était pas l'unification de la secte. C'était de vaincre les 10 suprêmes de la voie démoniaque, et chacun d'entre eux s'est maintenant agenouillé devant le chef du clan. Guanyu dit que c'est vrai, et ajoute que de tous les enfants élevés dans la vallée du Dragon Noir, il a toujours été le plus exceptionnel. Mais il n'était pas aussi bon en termes d'arts martiaux purs. Il était plus faible que Chulwu, le gars qui le suit actuellement. Mais tout a changé après son retour de la destruction de la secte de la Porte Fantôme. L'aura meurtrière qui émanait de lui a disparu, et son ambiance a complètement changé. Ses arts martiaux ont atteint un niveau qui dépasse l'imagination, et il se demande ce qui lui est arrivé là-bas. Jian dit qu'il est désolé, mais Guanyu lui dit de garder ses paroles vides de sens alors qu'il claque la coupe sur la table, lui disant d'y aller, de partir, car il a travaillé dur toutes ces années. Et même si c'était peut-être un destin terrible pour lui, c'était une bénédiction, et il n'oubliera jamais ses contributions. Jian reste là un instant avant de le remercier en l'appelant maître, et Sen va en lui disant de prendre soin de lui. Un des hommes s'énerve en dégainant sa lame, mais Guanyu dit que ça suffit, et de le laisser partir en paix. Et il le regarde sortir, Chulwu passe la tête par la porte et dit qu'il les verra plus tard, les traitant de nuls.
Jian dit qu'il a enfin réussi à s'en sortir après avoir terminé ses missions impossibles, et il ne sait pas si sa famille le reconnaîtra car plus de 10 ans se sont écoulés. Chul crie alors qu'ils ont enfin trouvé la divinité gardienne dont il parlait, et c'est putain d'immense, alors qu'on voit un arbre géant. Jian semble soulagé d'être enfin rentré. Il dit que chaque année, ses parents et les aînés se rassemblaient ici pour un rituel, et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il grimpait là-haut pour jouer avec ses jeunes frères et sœurs, et il est enfin de retour. Chul rit du fait qu'il ait eu une enfance comme ça, disant qu'il pensait qu'il était né avec un visage de pierre. Des enfants les interpellent alors, et quand ils se retournent, ils lui disent que les étrangers ne peuvent pas toucher l'arbre. Jian dit qu'il n'est pas un, et qu'ils doivent appartenir à un village de pêcher en fleurs. Il lui demande s'il connaît leur village, et il répond, bien sûr. Il sait aussi que c'est la divinité gardienne, et il vivait ici quand il était enfant. Ils sont surpris, et il dit qu'il y a un petit étang au nord du village, et juste à gauche, il y a une petite maison au toit de chaume qui est la sienne. Il lui demande s'il dit la vérité, et il répond bien sûr avec un sourire, et la petite fille lui dit d'arrêter de mentir. Il lui demande ce qu'elle veut dire, et elle dit que c'est la maison d'un gars. Un gars n'a pas de père, ni de grand frère qui ressemble à un bandit des montagnes. Chul commence à s'énerver, et le garçon lui dit que ça pourrait être un oncle. Mais elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un oncle aussi moche, et il commence à s'enfuir, et Chul crie en demandant qui il traite de bandit moche. Jian se demande qui est Adu, car c'est un nom qu'il n'a jamais entendu auparavant. Pendant ce temps, sur le chemin, Chul arrache des pêches d'un arbre voisin et les croque à belles dents, disant que cette merde est super sucrée, et il comprend pourquoi on l'appelle le village des pêchés en fleurs. Il dit à Jian d'en essayer une, mais il répond que ça va. Alors qu'il continue, il retourne vers sa maison en disant qu'il a rêvé de cet endroit, et qu'il est resté le même que lorsqu'ils l'ont quitté. Chul demande si c'est ici qu'il a grandi, mais il répond que oui. Un homme lui demande alors qui il est, et quand il se retourne, il le voit, ainsi que de nombreux villageois qui le regardent d'un air méchant. Avec eux se trouve la petite fille qu'il a repérée plus tôt. L'homme dit que c'est la maison d'un gars, demandant ce qui l'amène ici. Il dit que ça ne peut pas être vrai. C'est la maison de sa famille, les Sama. C'est là qu'ils vivent depuis l'époque de leurs ancêtres. L'homme demande qui il est, et Jian le reconnaît, l'appelant Monsieur Zhang. Il dit qu'il sait qu'il est Monsieur Zhang de la maison du chef du village. Il dit que c'est bien lui, mais demande qui il peut bien être. Jian lui prend les mains en lui disant que c'est lui. Il dit qu'il vivait dans cette maison. Puis il reconnaît le nom comme étant celui du petit garçon qui vivait ici il y a des années. Jian dit que c'est exact. Et Zhang dit que c'est impossible. Jian lui demande alors s'il se souvient maintenant, en lui montrant la cicatrice à la Harry Potter sur son front, disant qu'il l'a eu quand ce morveux de Wok l'a frappé avec une pierre après avoir perdu un combat. Zhang commence à avoir les larmes aux yeux en disant qu'il se souvient, et court pour l'étreindre en pleurant, lui demandant où diable il était pendant tout ce temps. Et ce qui s'est passé? Jian commence à se sentir tellement soulagé. Au coucher du soleil, il se dirige vers la maison du chef du village. Zhang demande une fois de plus s'il est vraiment le même enfant qui a disparu il y a 12 ans. Jian dit qu'il se souvient de Zhang essayant de l'arrêter à plusieurs reprises, disant qu'être un escorteur pour l'agence du château d'argent était dangereux. Zhang dit qu'il se souvient de lui, super déterminé à être le chef de famille depuis son enfance. Ils ont tous pensé qu'il était mort quand la mission a mal tourné, demandant où il a été pendant tout ce temps. Jian s'apprête à lui dire et se souvient du dernier combat qu'il a mené. On voit un homme prendre ses distances en crachant du sang, car celui qui l'a fait voler n'est autre que Jian. C'est le démon de l'épée céleste du Nord. Il dit que 300 ans se sont écoulés depuis la mort du démon céleste, et que la voix démoniaque a été réduite en miettes. Il s'est moqué en entendant parler de ces imbéciles arrogants qui, sous le nom insolent de la secte démoniaque céleste, prétendaient unir la voix, mais cela s'est avéré vrai. Les rumeurs selon lesquelles ils ont vaincu les 10 plus forts, à l'exception de lui, avec une seule unité. Jian lui dit qu'il est le dernier, et que s'il le bête, il sera un homme libre. Le démon de l'épée rit en lui disant d'essayer, et que s'il peut le vaincre, il sera le plus fort de toute la voix démoniaque. Il fonce sur lui alors qu'il croise le fer. Le démon de l'épée réalise qu'il est repoussé avant d'être projeté à travers le champ de bataille, et il parvient à peine à s'arrêter. Il se met à tousser en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort, avant de s'évanouir. Jian soupire en voyant que c'est enfin terminé, et il regarde le soleil. Et de retour au présent, il pose sa tasse en disant que Zhang ne le croirait pas s'il lui racontait, mais dit qu'il a été vendu comme mercenaire et aéré de lieu en lieu, ne parvenant à revenir que maintenant. Zhang dit qu'il a dû beaucoup souffrir. Et Jian demande où est partie sa famille. Il dit que ses jeunes frères et sœurs sont partis pour Soyung. Jian demande s'il a bien entendu. Zhang dit que cela fait environ 6 ans qu'ils ont appris ce qui lui était arrivé. Ils ont tenu aussi longtemps qu'ils le pouvaient. C'était tout. Jian dit qu'il n'a jamais rien su, et le lendemain, au village, on le voit s'incliner devant Zhang alors qu'il leur fait signe de passer. Il se souvient de Zhang lui disant que sa mère est décédée l'année dernière. Il monte dans les montagnes. Il s'assoit au sommet d'une falaise et se met à pleurer à chaudes larmes, disant qu'il a commis un péché impardonnable envers sa mère, et il ne sait pas s'il pourra un jour être pardonné pour cela. Il se dirige finalement vers Soyung, et se tient devant l'endroit où vit sa famille, en disant que cet endroit est délabré.
CHULO demande ce qui ne va pas, et s'il a peur, et si c'est le cas, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu comme ça, alors qu'il y a peu, il se promenait en territoire ennemi comme si c'était une promenade de santé. Jian demande si c'est vraiment la même chose. CHULO demande si c'est censé être différent, lui disant de simplement défoncer la porte. Jian dit que ce n'est pas si facile. Il ne sait pas comment il peut leur faire face maintenant, car ils ont du temps souffrir pour déménager dans un endroit aussi merdique. CHULO dit qu'ils n'ont qu'à gagner de l'argent et acheter une nouvelle maison. Alors pourquoi s'en inquiéter? Entre, c'est tout. Jian dit qu'il a un peu raison et frappe à la porte en se disant qu'ils ne seront plus jamais séparés. Une femme s'approche par derrière en demandant qui il est, et quand il se retourne, il est surpris en l'apercevant, puis se souvient de sa petite sœur qu'il portait dans ses bras, se demandant si c'est bien elle. CHULO dit qu'elle est super jolie, et elle est embarrassée, et Jian passe en le frappant au visage. Il lui demande alors si elle est Jin. Elle lui demande comment il la connaît. Il lui dit qu'elle a tellement grandi. Et quand il s'apprête à lui dire que c'est lui, il est choqué en lui saisissant les mains. Il peut sentir qu'il y a énormément d'énergie dans son corps. Elle retire ses mains en criant de la lâcher, et tombe par terre. Réalisant ce qui s'est passé, il s'apprête à s'excuser avant que deux autres personnes n'accourent en demandant ce qu'il fabrique. Quand il se retourne, elle l'appelle petit frère, et il accourt en demandant qui il est pour toucher sa sœur. Il dit que si c'est le petit frère, et esquive l'attaque en se disant que ce doit être Hoche. Il dit que c'est exact. Je suis Guango de l'association de l'esprit concordant. Il charge à nouveau en disant qu'il doit être l'un de ces lâches salauds de la secte de l'acté de sang, alors qu'il esquive chacune de ses attaques. Jian se demande si son frère est devenu un gangster, en se disant que ses deux frères et sœurs ont tellement grandi. Hoche sort alors son couteau, demandant si harceler sa sœur ne suffisait pas, et qu'il s'en prend maintenant à lui. Leur autre frère lui dit que ça suffit, qu'ils ne devraient pas se comporter ainsi le jour de l'anniversaire de la mort de leur mère. Jian se dit que ce doit être Yin. Alors que Yin dit que rejoindre un gang l'a rendu imprudent, ils commencent à se disputer. Jian se dit qu'ils ont tellement grandi, mais il est soulagé alors qu'il ferme les yeux. Hoche y voit une ouverture et charge une fois de plus. CHULO attrape le couteau à main nue et le brise. Hoche le traite de monstre, et CHULO rit en disant, c'est exact, car il est le grand monstre de diamant. Hoche dit qu'il n'a aucune idée de ce que c'est et demande pourquoi il essaie de voler leur maison. Ça énerve CHULO. Il dit qu'on l'a d'abord traité de bandit, et maintenant de voleur, ajoutant qu'il n'en a même pas l'air. Mais Jian dit d'attendre, et s'apprête à se présenter avant que Hoche ne dise que c'est la secte de la hache de sang. Jian se retourne et aperçoit un groupe d'hommes marchant vers eux. Ce type est moche comme un cul, et il dit qu'il ne les a jamais vus dans le coin, se demandant qui ils sont. Il s'approche alors de Jian parce que Jian ne répond pas, et lui repose la question. L'autre connard moche s'approche de CHULO, se demandant quel est le problème avec ce géant. Hoche aboie en disant que c'est le territoire de l'association concordante. Alors qu'est-ce ce qu'ils font ici? Jian dit que ces hommes doivent être du clan de la hache de sang, et le moche dit qu'ils ont décidé de prendre le contrôle de cet endroit à partir de maintenant. Hoche se met à crier, disant qu'ils ont d'abord envoyé ce monstre, et maintenant ils viennent pour les attaquer. Le moche dit à Jian de coopérer, et il laissera ça se terminer en douceur. Alors qu'il passe à côté de lui, sa lame est dégainée, et la tête du type se met à saigner et tombe complètement de ses épaules, roulant sur le sol. Ces hommes le regardent tous avec horreur. Putain de merde. Ils ont un singe et un oignon là derrière. Ils commencent tous à saisir leurs armes, se demandant comment c'est arrivé. Puis Jian utilise la transmission sonore pour dire à CHULO de faire le ménage. Alors qu'ils se jettent tous sur lui, il sourit avant de foncer, brisant leurs épées, puis il leur défonce la gueule. Après les avoir vaincus en un instant, il dit que ce n'était qu'une bande de nuls, mais qu'il est peut-être allé trop loin, car certains de ces gars ont été effacés. Ce type peut probablement s'en remettre en marchant un peu, cela dit. Hoche et les autres sont horrifiés de voir qu'ils les ont vaincus en un instant, disant qu'ils pensaient qu'il avait été engagé par eux. CHULO montre alors leur corps, disant que maintenant, ils ne pensent sûrement plus qu'ils sont du même côté. Jian dit qu'ils ne sont pas des bandits, appelle ses frères et sœurs par leur nom, et leur montre sa cicatrice, demandant s'ils ne le reconnaissent vraiment pas. Il lui demande s'il est vraiment leur frère, et il répond qu'il est enfin de retour. Yin est le premier à courir pour l'étreindre, en pleurant, lui demandant où il était, pendant que les deux autres réalisent encore ce qui se passe. Quelque temps plus tard dans la maison, ils prennent un repas et boivent. CHULO dit qu'il aime l'attitude de Hoche, et qu'il devrait avoir beaucoup de gens comme lui sous leurs ordres. Hoche demande alors pourquoi il continue d'appeler Jion capitaine, et CHULO répond que c'est parce qu'il s'est fait botter le cul quand il a défié le capitaine étant enfant et qu'il lui doit la vie. Jion lui dit d'arrêter de dire des bêtises, que c'est juste un mensonge, parce qu'il ne veut pas l'appeler frère. Il demande ensuite comment tout le monde va, et Yon dit qu'il travaille comme escorte à l'agence d'escorte de la mer de Perle. Jion a l'air surpris, et Yon dit qu'il n'a pas dû avoir de nouvelles de Jang, mais qu'en ce moment il apprend le métier sous la direction du directeur général. Jion dit que leur mère a dû être fermement contre. Yin dit qu'elle l'était bien plus qu'il ne l'imagine. Hoche dit que, bien sûr, c'était parce que leur frère aîné a disparu en faisant ce métier, et qu'il n'aurait jamais dû envisager ce travail. Ouj lui dit qu'il ne veut pas entendre ça d'un voyou. Ouj lui dit qu'il gagne plus d'argent, cependant. Ouj lui rappelle qu'il exploite les faibles,
et qu'ils n'ont pas besoin de ce genre d'argent. Oj lui dit qu'en réalité, il n'exploite personne, et que ce n'est pas quelque chose qu'il ferait. Jin claque le repas sur la table, leur disant d'arrêter de se disputer, car après 12 ans, leur frère est enfin de retour, et tout ce qu'ils font c'est se battre. Du sang commence à couler de son nez, et elle le couvre rapidement. Jion accourt, elle se met à tousser, et il demande pourquoi l'énergie yin dans son corps est trop forte. Oga demande comment il le sait, et Jion demande si elle a vu un médecin, et si oui, quel était le diagnostic. Yin dit qu'ils ont vu tous les médecins compétents de la région, mais personne ne savait. Le médecin le plus sensé a dit la même chose que lui, que ses mains et ses pieds sont froids, et son visage pâle à cause de l'énergie yin. Elle dit que c'est plus ou moins supportable maintenant, commence à sortir de la pièce et ferme la porte derrière elle. Yin dit que la raison pour laquelle ils sont partis et ont déménagé ici est à cause du médecin ici à Soyoung. Oj est d'accord, disant qu'elle ne s'en sort que parce qu'elle prend des médicaments qui reconstituent son énergie yin, et que sans ça, elle serait déjà morte. Jion demande s'il y a un remède. Yin dit qu'il ne sait pas s'il y a un remède, mais il a dit qu'il serait peut-être possible d'atténuer les symptômes. Mais ça coûte une fortune, ce n'est pas donné, et ils ne peuvent pas se le permettre avec ce qu'ils gagnent. Il n'aurait aucune chance sans l'argent que Oga rapporte, et il n'a même pas le droit de le critiquer. Il se met à pleurer. Jian reste là, réalisant à quel point ça a dû être dur pour eux, et réconforte ses frères, disant que même s'ils pensent le contraire, bien sûr, il a le droit de s'assurer que son frère suit le bon chemin. Et c'est lui qui a le moins de droits puisqu'il vient de rentrer, et il en est désolé. Mais il ne devrait pas s'inquiéter pour l'argent, et aller voir le médecin demain. Yin le remercie, disant qu'ils vont partir pour qu'il puisse se reposer car il doit être fatigué. Jion regarde et se sert un verre. Sheol dit que s'il avait su, il en aurait apporté. Jion demande s'il parle du butin des bandits, et il répond, ouais, ils avaient tellement d'argent, mais on leur a dit de tout laisser. Jion lui rappelle que ça appartient aux gens qui l'ont capturé, et qu'ils doivent l'envoyer aux familles des escortes et des marchands qui ont perdu la vie, et qu'ils ne voulaient même pas toucher à leur argent. Chul dit que c'est à lui de voir, puis lui demande de se souvenir de l'objet qu'ils ont obtenu du temple du Bouddha démoniaque, car le vendre serait plus que suffisant. Mais il veut aussi savoir ce qu'il pense de son état, vu qu'il l'a examiné. Il dit qu'il ne sait pas parce qu'il n'est pas médecin. Chul dit qu'il doit bien avoir une idée, et il répond que l'équilibre énergétique de son corps est rompu, et que l'énergie yin est extrêmement forte. Chul dit qu'il pourrait sûrement lui insuffler de l'énergie yang, car avec son énergie interne, ça ne devrait poser aucun problème. Jion dit que ça n'a pas l'air si simple. Il a essayé de lui en injecter, mais ça n'a eu aucun effet. Il ne semblait y avoir aucune voie pour qu'elle puisse même y pénétrer. Chul demande ce que cela signifie, et Jion dit que s'il la laisse comme ça, elle mourra très bientôt. Le lendemain, ils se rendent tous à la clinique, et on voit que c'est un chaos total. Jion dit qu'il semble qu'il soit arrivé trop tard, et même s'il se repose ici à la première heure, c'est toujours bondé, et le médecin doit être aussi bon qu'on le dit. Oj dit qu'il est incroyablement célèbre, mais qu'il va s'en occuper. Alors qu'il avance, il crie à des hommes qui les saluent, leur disant qu'ils doivent travailler dur. Chul demande qui ils sont. Yin dit qu'ils sont de la même association. Ils font le tour de tous les commerces sous prétexte de maintenir l'ordre, juste pour extorquer de l'argent. Chul dit qu'ils jouent juste à la sécurité locale, mais demande pourquoi ils sont si humbles. Hier, il a entendu dire qu'il était les piliers de la région. Yin dit des piliers, ce ne sont que des sous-fifres. Chul rit en disant que tout le monde doit commencer quelque part. Oga leur dit de venir, qu'ils vont entrer. Chul dit que c'est quelqu'un de fiable. Alors qu'ils commencent tous à entrer, Jion dit qu'il y a beaucoup de médecins ici, pas seulement des patients. Yon dit qu'il a voyagé avec l'agence d'escorte, mais qu'il n'a jamais vu de clinique plus grande que celle-ci, même en dehors de Soyoung. Quand il est venu ici pour la première fois, il n'y avait qu'une seule pièce, et un seul médecin nommé SOS Oma, et son talent seul a fait grandir cet endroit à cette échelle en quelques années. Chul dit qu'il n'a vraiment pas l'air d'un charlatan, mais Jion trouve étrange que même un médecin apparemment si compétent ne puisse pas la guérir. Pendant que Oga salue un des médecins qui lui dit que son rendez-vous n'était pas prévu aujourd'hui, Oga répond que les choses ont changé et dit aux médecins qu'ils sont prêts. Le jeune médecin dit qu'il va chercher son maître immédiatement. Alors qu'il entre enfin dans la clinique, on les guide vers une pièce. On frappe à la porte avant que le médecin n'entre, disant qu'il a été surpris d'apprendre leur arrivée. Car il devait leur rester des médicaments de leur dernière visite. Et il espère que l'état de Jin ne cesse pas aggravé. Il s'approche, et heureusement, ce n'est pas le cas. Et Oj dit que ce n'est pas ça. Son grand frère voulait le rencontrer, alors ils sont venus plus tôt. Jian se présente, tout comme le médecin qui dit s'appeler Huang Zhang. Il suit cette famille depuis des années, mais il ne savait pas qu'il y avait un frère aîné. Jion dit qu'il a une bonne impression et qu'il semble humble. Cependant, il peut dire qu'il a appris les arts martiaux. Chul dit à Jion qu'il est plutôt bon, et Jion est d'accord, disant qu'il a un certain talent. Il lui dit qu'il a été dans des contrées lointaines pendant un certain temps. Et à son retour, il a découvert que sa sœur était gravement malade. Il s'est précipité dès qu'il a appris que c'était lui qui la soignait. Zhang dit qu'il n'irait pas jusqu'à appeler ça un traitement, mais quoi qu'il en soit, il est heureux de son retour. Il commence à prendre son pouls en continuant l'examen,
et dit que la maladie de sa sœur lui a toujours pesé sur le cœur, le faisant réfléchir à son manque de compétences. Yan dit qu'il ne devrait pas dire ça. C'est grâce à lui qu'elle peut même mener une vie à peu près normale. Sans lui, elle aurait quitté ce monde depuis longtemps. Il dit qu'il apprécie ses paroles, mais en fin de compte, tout ce qu'il a fait, c'est ralentir la progression pour éviter le pire. Jion se demande s'il parle de la mort, mais dit qu'il a entendu dire que l'utilisation d'herbes médicinales de haute qualité pourrait être plus efficace. Jeanne est surpris, et dit que puisque les herbes qu'il utilise actuellement donnent des résultats, il pensait que l'utilisation d'herbes de qualité supérieure pourrait en effet donner de meilleurs résultats. Jeanne demande de quel genre d'herbes ils ont besoin, et il lui dit que jusqu'à présent, il a utilisé des herbes à forte énergie yang pour neutraliser l'énergie yin dans son corps. L'ingrédient principal est l'herbe de l'esprit du feu, et comme ils ont constaté une certaine efficacité, il y a une forte probabilité que des herbes de puissance similaire ou même supérieure fonctionnent. Une herbe de l'esprit du feu millénaire serait le mieux, mais vu le prix, c'est impossible à obtenir. À part ça, il y a le pétrole de Gongshang. Jion demande s'il y en a en stock ici, et il répond qu'un endroit comme celui-ci n'aurait jamais un élixir aussi légendaire. Et CHULO et Jion conviennent que pour un artiste martial, c'est un trésor légendaire pour lequel il tuerait pour mettre la main dessus. Et puis il demande au médecin où il peut le trouver. Jeanne lui dit que s'il a entendu parler du groupe marchand Soyang, ils en ont ici. Jion demande s'il veut dire celui basé à Hangzhou. Jeanne dit exactement, c'est l'un des plus grands groupes marchands des plaines centrales. Il n'y a pas longtemps, le fils du président a contracté la malaria, et ils l'ont convoqué en urgence. Il a été choqué quand le président le lui a montré en disant que c'était un ingrédient médicinal qui pourrait aider au traitement. Jion demande s'il l'a utilisé alors. Jeanne répond, sûrement pas. S'il avait utilisé le pétrole pour quelque chose comme la malaria, tous les médecins du monde se seraient moqués de lui. Quand il lui a dit qu'il n'en avait pas besoin, le président a fait une remarque en plaisantant à moitié sur le fait de le vendre. Jion demande pour combien, et il lui dit qu'il le vendrait pour 300 pièces d'or. Et ils sont tous surpris. Jin réalise que c'est un prix qu'ils ne peuvent pas se permettre. Yon explique que c'est parce qu'une pièce d'or suffit pour 6 mois de médicaments pour eux. Sheol-Woo demande s'il y a un autre moyen de l'obtenir à crédit. Et Jion lui dit de ne pas être ridicule. Sheol-Woo dit que l'argent qu'ils ont apporté ne suffira pas, mais que s'ils vendent leur objet, ce sera peut-être possible. Les frères de Jion demandent de quoi il parle, et Jion utilise la transmission sonore pour lui dire de ne plus jamais mentionner ce maudit bâton de Bouddha. Chul noie le poisson en disant que lorsqu'il travaillait comme mercenaire, il a trouvé quelque chose par hasard. Il pensait que c'était juste une pierre brillante, mais il a été choqué de découvrir qu'elle se vendait une fortune. Jion dit que c'est exact. Apparemment, sa valeur est de 400 pièces d'or, et ses frères ont l'air à nouveau surpris. Jin se met à pleurer, et Jion lui dit de ne pas s'inquiéter. Il trouvera un moyen de l'obtenir pour elle. Il dit ensuite à Jeanne qu'il aimerait organiser une rencontre pour acheter le pétrole. Jeanne dit qu'il va arranger ça immédiatement. Et quelque temps plus tard, ils se rend au groupe marchand. Et ce type ressemble à ces chiens qui ont le visage super flasque. Mais il lui dit qu'il ne le vendra pas. Jian lui demande de répéter. Et il demande pourquoi il en a deux. Il lui répète que son groupe marchand ne lui vendra pas le pétrole. Oh, merde. Jian le fusille du regard. Demandant s'il le comprend, Jian demande pourquoi il n'a pas l'intention de faire l'échange, et le type répond que ce n'est pas assez pour couvrir le coup. Jian le dévisage, demandant s'il pense que c'est un faux, et si c'est le cas, il peut l'expertiser aussi minutieusement qu'il le souhaite. Il dit que ce n'est pas ça, car en tant que chef du groupe marchand Soyoung, il a un bon œil pour ces choses. C'est sans aucun doute une perle de lueur nocturne, et de haute qualité qui plus est. Jian demande alors pourquoi il refuse, et il le fixe une seconde avant de répondre qu'il a bien dit au médecin qu'il le vendrait pour 300 pièces d'or, mais qu'il n'a jamais eu l'intention de s'en séparer, et qu'il a dû entendre la raison pour laquelle il l'a sorti. Jian dit que c'était pour son fils qui a contracté la malaria, et qu'il l'a sorti pour son traitement. Le marchand dit que c'est exact, que c'était une malaria chronique, la plus difficile à traiter, et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de le sortir. Car le pétrole est un élixir légendaire capable, dit-on, de ramener les morts à la vie, et il est encore plus rare qu'une étoile en plein jour. Chul le dévisage, et le marchand dit que si le mot se répand que son groupe marchand le possède, ils deviendront la cible de tous les vautours. C'est pourquoi il a gardé son existence strictement secrète, avec l'intention de le conserver comme une réserve d'urgence pour le cercle intime de la famille. Il a même fait prêter serment de secret à Jeanne après lui avoir expliqué la situation, et il sait qu'il n'est pas du genre à rompre une promesse à la légère. Connaissant son caractère, il a dû laisser échapper l'information en cherchant un moyen de sauver un patient dans un état critique, et il suppose que ce patient est de sa famille. Jian continue simplement de le fixer, et le marchand dit qu'il a un bon œil pour ces choses. Puisque le secret est éventé, ce n'est qu'une question de temps avant que les vautours n'arrivent, et il suppose qu'il doit s'en débarrasser maintenant. Mais il ne peut pas céder un élixir si précieux si facilement, un vrai marchand augmente le prix quand la demande est désespérée, et le prix est maintenant de 500 pièces d'or. Ça énerve Chul, mais Jian ne dit rien. Le marchand prend alors la perle en disant qu'elle est certainement de première qualité, mais qu'elle est un peu petite, donc il serait honnêtement difficile d'en tirer même 400 pièces d'or.
Il faudrait un acheteur parfait juste pour ça. Au mieux, ça vaut 300 pièces d'or, mais il y a une pénalité de 100 pièces d'or plus 100 autres pour la hausse soudaine de la demande. Donc s'il paie les 200 supplémentaires, c'est à lui. CHULO demande s'il a perdu la tête, qu'il y a une limite aux conneries qu'il peut supporter, et qu'il va rayer cet endroit de la putain de carte. Jion lui dit de se calmer, et lui demande combien ils ont sur eux. CHULO dit, en incluant ce qu'ils ont apporté en partant, peut-être 120 pièces d'or. Jion essaie alors de négocier en lui disant de s'en tenir à 100 pièces d'or car ils ont besoin de quoi vivre pour le moment. Et il a dit avoir un bon œil pour les gens, alors il est curieux de savoir à quoi il lui ressemble. Il dit qu'il est jeune, mais qu'il a la dignité de quelqu'un qui a traversé un bain de sang. Ils ont suivi la voie du culte démoniaque. Ils ont pris plus de vie qu'ils ne peuvent en compter, et quand il a enfin réussi à s'échapper de cet endroit, il s'est promis de laisser cette vie derrière lui pour vivre une vie calme et normale avec sa famille. Mais sa famille est en train de mourir en ce moment, et il n'a pas le luxe de tenir cette promesse. Alors il peut sûrement comprendre ce qu'un homme dans sa situation est capable de faire. Le marchand se dit que s'il révèle un passé qui pourrait le ruiner, il ne ment pas. Il accepte en disant qu'il l'apprendra, mais qu'il doit considérer cela comme une énorme faveur de leur groupe. En échange, il devra l'aider pour une certaine requête plus tard. Jian accepte. Et alors qu'ils retournent à la maison, ils établissent un camp pour la nuit et commencent à manger. Jion dit qu'il est désolé d'avoir utilisé leur fonds commun. Sheol-Woo demande de quoi il parle, il sauve la vie de la petite, alors peu importe à qui est l'argent. Il était juste furieux de la façon dont cette ordure a essayé de les plumer alors qu'il savait exactement dans quelle situation il se trouvait. Et il hésite à y retourner tout de suite. Jion lui dit d'arrêter de jacasser, car il ne veut certainement pas tacher de sang le médicament destiné à guérir sa sœur. CHULO dit qu'il a raison. Jion lui dit que les choses qu'ils ont faites à l'époque, ils les ont faites uniquement pour survivre. Et les gens qui l'ont tué n'étaient pas exactement des saints non plus. C'étaient tous des salauds de la voie démoniaque, mais il n'en reste pas moins que leurs mains sont souillées, y compris les 10 suprêmes pour le bien de l'unification du culte. Maintenant qu'ils s'en sont échappés, ils peuvent abandonner ces vieilles habitudes, surtout s'ils veulent s'intégrer à la société. Les plaines centrales ont leur propre ordre centré sur le monde du Murim et les grands clans. Ils doivent jouer selon leurs règles maintenant. Et il lui demande de se souvenir quand il a donné ses 100 pièces d'or, et qu'il a dit qu'il devait en garder assez pour leurs frais de subsistance. Comme il a économisé de l'argent, il pense que les choses ont tourné au mieux. S'il sauve sa sœur, ils pourront trouver un travail honnête pour gagner leur vie, et il veut prendre ses responsabilités en tant que chef de famille et construire une vie normale avec eux. Et il espère que d'une certaine manière, cela servira d'expiation envers leur défunte mère. Bien sûr, il ne lui impose pas cela, il est libre de partir quand il le souhaite. CHULO dit qu'il est désolé, qu'il s'est juste laissé emporter. Après avoir tout sacrifié pour sortir de cet enfer, il ne peut tout simplement pas s'en aller. Surtout quand il pense à leurs camarades tombés au combat, et toute cette situation ne fait que raviver de vieux souvenirs. Jian demande de quoi il parle, et il répond qu'il parle du pétrole qu'il a obtenu du clan Guemin et qu'il lui a donné. S'il en avait gardé un peu au lieu de tout siffler, il ne traverserait pas tout ça en ce moment. Jian dit qu'il n'y en avait même pas tant que ça au départ. Et pour un gars de sa taille, c'était à peine suffisant. Il rit en disant qu'il n'a pas tort. Mais grâce à ça, il a perfectionné sa technique du corps de diamant. Et il peut même sentir le sang des gens qui s'approchent d'eux. Et il se demande ce qu'ils leur veulent. Jian dit qu'il ne sait pas, mais qu'il a un mauvais pressentiment, et qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Alors qu'il attrape son sac, des cavaliers commencent à s'approcher, les encerclant dans leur campement. Il commence alors à descendre de cheval et à s'approcher, et Jian dit que ça ne se passera pas sans encombre, après tout. Un des hommes dit que pour des mendiants, il se déplace vite. Il a cru qu'il allait le semer une seconde. Ils disent qu'ils devraient commencer par leur prendre leurs jambes. Jian demande s'ils les ont suivis, et le bandit leur dit de donner la marchandise gentiment, et ils le laisseront mourir sans se débattre. C'est une coupe de cheveux affreuse. Il dit que s'ils refusent, ils s'assureront qu'ils souffrent les affres de l'enfer, incapables de vivre mais aussi de mourir. Ils disent qu'ils cherchent l'objet qu'il a obtenu du groupe marchand Soyoung. Jion dit qu'il suppose qu'on ne peut vraiment faire confiance à personne parce que ce salaud n'a pas gardé le secret comme il l'avait dit, mais il lui dit de déguerpir car il a vu assez de sang pour toute une vie. Et s'il part, il fera comme si rien de tout cela ne s'était passé. Le type à la coupe de cheveux horrible lui dit d'arrêter de faire l'idiot, car ils l'ont suivi après avoir confirmé qu'il avait obtenu le pétrole. Les autres hommes disent que s'il était à sa place, il le donnerait tout de suite. Ils n'ont aucune idée à quel point leur patron était inquiet que le vieil homme l'ait déjà bu lui-même. Et s'il avait pris plus de temps, ils seraient entrés et l'auraient pris eux-mêmes. Mais aussi, il doit être préférable de mourir sans souffrir. Ils peuvent simplement le donner et mourir. Il commence alors à insulter CHULO, disant qu'il est aussi grand qu'un ours, mêlé comme un pou. Il dit que c'est drôle et demande qui ils sont censés être, et il lui demande s'il a vraiment besoin de les connaître. Mais puisqu'ils vont mourir, il n'y a pas de mal à leur dire. CHULO et Jion se sourient mutuellement, et ils se présentent comme le gang des 1000 tueurs. Ce sont des héros d'élite qui en font partie. Le type à la coupe horrible leur dit à tous de la fermer, car il va compter jusqu'à 3, et ils pourront choisir s'ils veulent une mort rapide ou une mort pleine de douleur.
CHULO demande si le type est juste en colère contre son coiffeur et essaie de se venger sur eux, ce qui l'énerve au point de leur ordonner de les attaquer. Il commence à dégainer leurs lames, et CHULO dit qu'il n'y a aucune raison de se retenir, et J.on dit qu'il a bien essayé de les avertir. CHULO dit que, d'après son intention meurtrière et le fait qu'il pue le sang, il peut dire qu'il a pris pas mal de vie. Le type à la coupe horrible dit qu'il va lui arracher les yeux et lui arracher la langue de la gorge. Alors que les hommes commencent à sourire, CHULO les provoque en leur disant de venir se faire démolir, mais J.on lui dit d'attendre une seconde. Il demande pourquoi, puis il pointe du doigt. CHULO regarde, et on voit 3 personnes marcher vers eux depuis les bois. CHULO est un peu déçu. Les bandits se demandent ce qui se passe, et une femme dit qu'on dirait que des marchands malchanceux se font voler, et qu'ils ont l'air absolument terrifiés. Elle dit qu'ils semblent être dans une situation difficile, et se demande s'ils ont besoin d'aide. J.on se demande qui ils sont, à vouloir aider un parfait inconnu, mais on leur dit qu'ils sont de la pègre de Hangzhou. CHULO dit à J.on qu'ils ont de réelles compétences, et il convient que ce sont des experts de haut niveau. CHULO dit qu'ils n'iraient pas jusque-là, mais qu'ils sont assez forts pour balayer ces voyous. J.on dit que la véritable experte est cette femme. CHULO dit que dans ce cas, il lui laisse la place. J.on lui demande de leur prêter main forte et elle se place devant eux. Et ces hommes disent qu'on dirait qu'ils prévoient de les attaquer, et demandent ce qu'ils doivent faire. L'autre type est furieux qu'ils dirigent leur intention meurtrière sur lui, et elle dit que s'il recule maintenant, elle les laissera partir en un seul morceau et fermera les yeux sur tout ce qui s'est passé. Le type à la coupe de cheveux dit qu'ils viennent peut-être d'une famille de haut rang, mais que pour l'instant, obtenir le pétrole est tout ce qui compte. Il crie, disant qu'elle ne connaît pas sa place, et ordonne à tous ces hommes de la tuer. Alors qu'ils bondissent sur le premier homme, il dégaine sa lame, jetant son fourreau en l'air pendant que les bandits s'effondrent autour de lui, frappant tous là où ils se trouvent. On voit que toutes leurs attaques sont déviées alors qu'il tombe à la renverse sur le sol, avec un seul homme encore debout à côté de lui. Mais il perd aussi connaissance alors qu'il commence à saigner du visage et s'effondre. L'homme sourit en le regardant, et CHULO est vraiment impressionné. Le type à la coupe de cheveux réalise que ça tourne mal et saute de son cheval. Mais l'autre homme bloque sa lame et atterrit derrière lui. Il dit que s'il avait accepté la pitié de sa dame, il aurait pu vivre, bien qu'il trouve la situation actuelle bien plus intéressante. Le type à la coupe de cheveux fonce sur lui et porte une estocade à sa tête, mais l'homme esquive, disant que c'est en fait assez impressionnant. Le type à la coupe de cheveux enchaîne avec un coup visant sa gorge, mais l'homme s'esquive en dessous, contre-attaque et tranche la poitrine du type, le fendant presque en deux, et il s'effondre sur le sol. L'autre homme demande ce qui a pris tant de temps, et il répond que le chef était un chef pour une bonne raison. Son ami demande s'il était si fort que ça. Il dit qu'il avait un bon élan, mais qu'il faut regarder les prisonniers qu'ils ont, car une fois que quelques-uns sont morts, les autres ont lâché leurs armes d'eux-mêmes. Il voulait tous les massacrer, mais la dame lui a dit de les laisser vivre. Il dit que ça lui ressemble bien. Jian les remercie de leur avoir sauvé la vie. Elle répond, de rien, que c'est tout naturel de les aider, et qu'elle est heureuse d'avoir pu le faire. Jian dit qu'ils devraient se présenter correctement, mais qu'ils sont très pressés. Il ne veut pas manquer de respect à ses sauveurs. Elle lui dit de ne pas être ridicule et de partir, car ils s'occuperont de tous à eux-mêmes. Il lui dit alors son nom, et que si l'occasion se présente, il s'assurera de rembourser cette dette de gratitude. CHULO dit que c'était super gênant, et J.on lui dit de se taire. Et alors qu'il s'éloigne, les gardes du corps de la femme disent qu'ils formaient un drôle de duo. Mais peu importe à quel point ils étaient pressés, ils auraient dû aider à nettoyer ce bazar. Elle dit qu'ils ont demandé leur compréhension, et qu'elle a accepté. Elle ne sait pas à quel point ils auraient été utiles de toute façon, puis elle réalise quelque chose, et il demande ce qui ne va pas. Elle dit que ces deux hommes n'avaient pas peur du tout, il n'y avait même pas une once de peur. Même avec tous ces gens saignants et mourants, ils n'ont pas sourcillé une seule fois, et se regardent d'indifférence absolue comme si ça n'avait rien à voir avec eux, comme s'ils n'étaient que des spectateurs regardant un spectacle. De retour à la clinique, J.on entre dans une pièce, et Jeanne entre en courant, demandant s'il l'a obtenu. Il dit que, heureusement, ils ont réussi à l'obtenir, et Jeanne dit qu'il a vraiment honte, car il aurait dû l'accompagner. J.on lui dit de ne pas dire ça, et que lui dire comment obtenir le pétrole était plus que suffisant. Jeanne le remercie pour sa compréhension, mais demande où est l'homme qui est toujours avec lui. Il dit qu'il l'a envoyé chercher la plus jeune, puisqu'il leur a dit de se dépêcher, il devrait donc arriver bientôt. Il dit qu'il comprend. J.on dit qu'il était peut-être trop impatient car il semble qu'il ait quelque chose d'urgent à faire, et Jeanne s'excuse car il était pressé. Il pensait qu'il serait préférable de commencer le traitement immédiatement, mais qu'ils peuvent revenir quand cela l'arrange. Il dit qu'il l'a mal compris. Ce n'est pas qu'il n'a pas le temps ou que ce n'est pas pratique. La vérité, c'est qu'il y avait une autre raison pour laquelle il ne pouvait pas les accompagner au groupe marchand, car il a des invités de sa famille principale. J.on demande ce qu'il veut dire, et Jeanne, un peu embarrassée, lui demande s'il a déjà entendu parler de la maison médicale de l'immortel vivant. J.on est surpris, disant que le célèbre clan médical est réputé pouvoir ramener les morts à la vie, mais il savait qu'il était incroyable dès qu'il a soigné leur plus jeune sœur alors que personne d'autre ne savait comment. Bien que ce soit déjà incroyable. Jeanne dit qu'il le flatte, car il ne l'a même pas encore soigné. Il a juste lutté pour maintenir son état stable.
Parce que l'état de sa sœur était si unique, il a consulté la famille principale et a demandé un médecin à plusieurs reprises. La famille principale a montré un grand intérêt, mais malheureusement, ces dernières années, les plaines centrales ont été ravagées par diverses épidémies, donc ils n'avaient pas le personnel pour envoyer quelqu'un. Cependant, cela a changé. Jion demande si cela signifie qu'un médecin de la famille principale est enfin arrivé, et il répond oui. Il est en route pour Hangzhou pour affaires, mais il passera un moment. Et il a accepté de revenir ici après avoir terminé son travail pour examiner l'état de sa sœur. Jion a l'air soulagé, et Zhang lui dit que c'est l'un des meilleurs médecins du clan, et qu'en comparaison, ses compétences ne sont qu'un passe-temps. Jian incline la tête pour le remercier, disant qu'il ne sait pas comment rembourser cette gentillesse. Zhang dit que c'est juste son travail de médecin, et qu'il a dit qu'il reviendrait le plus vite possible une fois ses affaires terminées, mais il ne peut pas dire avec certitude quand exactement. Jian dit de ne pas s'inquiéter, tant qu'elle peut être guérie, l'attente n'a pas d'importance, et il peut attendre autant de jours qu'il le faudra. Zhang essaie de lui dire que ce n'est pas de cela qu'il parle. Jian demande si quelque chose ne va pas, et Zhang dit qu'il est difficile de donner une réponse définitive concernant une maladie, mais il a l'air si heureux qu'il ne peut se résoudre à le dire. Et à la place, il lui dit qu'il le tiendra au courant. Quelque temps plus tard, de retour à la maison, nous voyons tout le monde dehors en train de s'amuser. Alors que Jin apporte de la nourriture à Jion, il demande à Yin où il va, et il répond qu'il va à Wuxi. Il dit que c'est assez loin. Et Yin dit que ce n'est rien, mais si rien de spécial ne se produit, il devrait être de retour dans environ 2 semaines. Jion y réfléchit, disant qu'il voulait dire ça depuis un moment, et lui demande combien de temps il compte rester porteur. Yon dit qu'il doit continuer à le faire. Jion lui dit que c'est trop dangereux, et qu'il a fait ce travail, mais n'est revenu qu'après 12 ans. Jion essaie de lui dire que c'est une mauvaise idée, mais Yin dit qu'il a commencé à 17 ans, et que ça fait déjà 5 ans. Aucune loi ne dit qu'il n'y aura pas de danger à l'avenir, mais comment peut-il faire quoi que ce soit s'il a peur de choses qui ne sont pas encore arrivées? De plus, les conditions sont meilleures que dans les autres agences d'escorte. J dit qu'il a de l'argent de côté, et avec cet argent, il peut gagner sa vie même sans travailler comme porteur. Yon est confus car il a entendu dire qu'il avait tout dépensé pour acheter le pétrole. Jion réalise que CHULO est une balance, et ce dernier dit rapidement qu'il posait juste trop de questions. Yon demande pourquoi il est comme ça avec CHULO, se demandant s'il voulait qu'il le cache. Aussi, même s'il restait de l'argent, il n'y a rien de spécifique qu'il puisse faire. Jion dit qu'il pourrait acheter des rizières et des champs. Yon demande s'il a déjà essayé l'agriculture, et qu'il ne se souvient pas comment il faisait quand ils étaient enfants. Et il est sûr que lui non plus. Alors qu'ils continuent de jacasser, ils en viennent à parler d'affaires. Jin leur dit à tous de manger. Et Ogu dit qu'il est partant pour lancer une affaire, et qu'il peut même trouver un bon emplacement pour ça. CHULO demande s'il veut dire en utilisant l'association, mais aussi s'il pense que c'est possible. Ogu dit qu'il ne paie peut-être pas de mine, mais qu'il a au moins autant d'influence. CHULO dit que d'après ce qu'il a vu l'autre jour, mais il dit de laisser tomber. Yin demande pourquoi se presser. Ils ne sont pas revenus depuis longtemps, et ils doivent surveiller le traitement de la plus jeune. S'il est vraiment si inquiet, il peut travailler avec lui. Vu la taille de CHULO, le chef de l'agence viendrait en courant pour l'accueillir. Il dit qu'il préférerait être un escorteur qu'un porteur. Et Jion dit qu'il n'est pas si sûr de vouloir refaire ce genre de travail. Yon dit que c'est à lui de choisir. Il peut prendre son temps pour y réfléchir. Jin semble penser à quelque chose. Et Jion dit qu'il était trop pressé. Et pour l'instant, il va prendre son temps pour y réfléchir sérieusement. Mais il devrait le faire aussi. Il ne lui dira pas d'arrêter tout de suite, mais il veut qu'il y réfléchisse. Yin dit qu'il y réfléchira sérieusement comme il l'a dit, et il commence à manger. Plus tard en ville, CHULO dit que c'est difficile. Demandant s'il veut faire une pause, Jion répond que oui. Et il se dirige vers une auberge pour manger des raviolis. CHULO essaie d'avoir de l'alcool, mais on lui dit qu'ils n'en servent pas. Il dit qu'il prendra juste les raviolis alors. Mais il demande à Jion ce qu'ils vont faire. Peu importe à quel point ils cherchent, il n'y a pas de travail convenable pour eux. Jion dit qu'il a raison. Il a dit ça à Yon, mais après avoir vécu par l'épée toute sa vie, trouver du travail n'est pas facile. CHULO demande s'il veut vraiment essayer de lancer une affaire. Et Jion dit que cela signifie qu'ils doivent demander une faveur à OGA. CHULO dit qu'il devrait donner à sa famille une chance de garder la tête haute. Mais Jion dit non. Après Yon, il va aussi sortir OGA de ce gang. Et ce ne serait pas correct de demander une faveur. De plus, ils n'ont pas la personnalité pour gérer une affaire car CHULO se battrait probablement avec les clients. Il rit en disant qu'il n'a pas tort. Et quand l'homme apporte les raviolis, il commence à les manger. Il dit que c'est vraiment bon. Jion est d'accord, disant qu'ils sont bien meilleurs que ceux d'hier et que la farce est vraiment bonne. Il demande à l'homme si c'est du porc, et il répond que c'est fait avec du porc haché. Jion se demande si l'autre boutique a utilisé de la viande de mauvaise qualité. Car même si c'est la même chose, il y a une grande différence. L'employé dit qu'il ne sait pas où d'autre il a mangé des raviolis. Mais aucun endroit n'utilise de la viande d'aussi bonne qualité que leur boutique. Jion dit qu'il pensait que tout le porc était pareil. CHULO dit que c'est peut-être un morceau différent. Mais l'homme dit que ce n'est pas une question de morceau.
C'est à propos de la personne qui a dépecé le cochon. J dit qu'il suppose qu'il y a une manière spécifique de les abattre. Et le type lui dit que la méthode est la même partout. C'est juste que le talent du boucher est différent. Jion dit qu'il ne comprend pas. Et CHUL crie de faire attention. Jion se retourne seulement pour voir CHUL percuter un cochon avec l'épaule jusqu'à ce qu'il tombe mort par terre. Il demande à Jion s'il va bien, et il répond que oui. CHUL demande d'où diable un cochon a pu sortir de nulle part, et des hommes accourent pour l'attraper, lui demandant s'il va bien. Il dit qu'il va bien, mais il n'est pas si sûr pour le cochon. Puis il s'excuse de l'avoir tué, mais espère qu'ils ne demanderont pas de compensation. Il commence à paniquer jusqu'à ce qu'un homme plus âgé s'approche par derrière, les traitant tout d'idiots. Le vieil homme continue en demandant combien de fois cela fait, alors qu'il s'excuse. Le vieil homme dit qu'il devrait s'excuser auprès d'eux plutôt qu'auprès de lui. Il s'excuse auprès de CHUL et Jion dit que ce n'est pas grave. Puisque personne n'a été blessé, le vieil homme dit qu'il est désolé que les candidats aient laissé s'échapper le cochon qu'il tenait. Il est juste content qu'il ait été arrêté sans accident majeur. Jion demande ce qu'il entend par candidat, et le vieil homme dit qu'il tenait cette boucherie là-bas, et qu'il cherche quelqu'un pour prendre sa relève. Ce sont les hommes qui ont postulé pour le poste. Jian est curieux de savoir si c'est le même type qui a dépecé les cochons utilisés dans les raviolis. Il dit que c'est exact. Jian demande alors s'ils peuvent jeter un œil à la boutique un moment. Il demande ce qu'il y a à voir, car ce n'est pas exactement un spectacle agréable. Jion dit que ce n'est certainement pas un spectacle courant non plus. Le vieil homme trouve ça intéressant et lui dit de faire comme il lui plaît. Il se dirige vers sa boutique. Et alors qu'il regarde le cochon que CHUL a tué, il dit que malheureusement, il est inutile après avoir été tué dans la rue. Puis il demande aux hommes ce qui, selon eux, a mal tourné dans le processus d'abattage. L'un d'eux dit qu'il aurait dû viser le centre exact de la tête. L'autre type dit qu'il s'est enfui après avoir vu la pointe. Le vieil homme leur dit qu'ils ont tous raison. Cependant, c'était faux depuis le début. Il leur a dit clairement que la priorité absolue est de s'assurer que le sujet de l'abattage ne réalise pas ce qui se passe. Il se moque de lui, disant qu'il n'y a aucun moyen de communiquer avec les animaux. Et le vieil homme réalise qu'il va devoir faire une démonstration, alors qu'un cochon est là en train de manger goulûment. Il se tient juste devant lui et leur dit de regarder attentivement. Il le place juste contre son crâne, et ils sont surpris, disant qu'il y a un instant, il serait devenu fou juste à sa vue. Et il dit que c'est parce qu'il ne ressent aucune intention meurtrière de sa part. Il lui demande d'expliquer. Il dit que rien ne réagit plus sensiblement à l'intention meurtrière qu'une bête. Elle se sent immédiatement menacée, même par la moindre trace. Par exemple, comme ça, alors qu'il commence à la libérer, le cochon panique. CHUL est surpris qu'il puisse le faire, demandant à Jion s'il est un maître, et Jion répond qu'il n'a aucune trace de pratique des arts martiaux, mais qu'il est impressionnant. Le vieil homme dit que c'est seulement lorsque vous atteignez le point où vous ne montrez pas votre intention meurtrière que vous pouvez dire que vous êtes enfin prêt, alors qu'il lève son marteau en l'air. On entend un coup sec, et ils sont tous sans voix. Il dit que ce qui est plus important, c'est qu'il faut en finir d'un seul coup, il ne sait même pas pourquoi il est mort. CHUL dit que c'est de la folie. Il est mort sans même pouvoir crier. Jion est d'accord car il dit que c'était un coup puissant. Et le vieil homme dit que le vrai travail ne commence qu'après qu'il ait rendu son dernier souffle. Il leur ordonne de le vider rapidement de son sang. CHUL dit que le vieil homme a de sacrés poumons pour pouvoir crier si fort, demandant si c'était nécessaire. Un homme qui balaie dit qu'il n'a pas d'enfant, alors il cherche quelqu'un pour perpétuer la réputation de la boutique qu'il a bâtie. CHUL demande ce qu'il y a de si génial à abattre des vaches et des cochons, qu'il devrait juste laisser tomber, demandant à Jion ce qu'il en pense. Jion dit que si c'est quelque chose auquel il a consacré sa vie, on pourrait ressentir la même chose, et pense au maître Bolto, une histoire célèbre dans la vallée du Dragon Noir, parce qu'il a rejeté tant de gens avant lui. CHUL demande si c'est vraiment la même chose, mais dit que ses poumons étaient incroyables aussi. Jion dit que ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais il parle du fait qu'il était immense, et c'est pourquoi il favorisait CHUL. CHUL rit, en disant qu'il a beaucoup entendu ça aussi. Et Jion dit qu'il devrait reprendre cette boucherie. CHUL est surpris, demandant s'il est vraiment sérieux. Et Jion dit oui. Ils ont cherché toute la journée, mais il n'y avait nulle part où travailler pour eux. Bien sûr, ce serait différent. Ils ont pris l'épée, mais il veut faire un travail dont il pourra parler fièrement à ses jeunes frères. Le simple fait de cacher leur passé est déjà un fardeau, et il a failli le laisser échapper plusieurs fois. Jian interpelle alors le vieil homme en demandant s'ils peuvent postuler aussi. Il dit qu'il suppose que ça avait l'air facile après avoir vu ce qu'il a fait, mais qu'il devrait simplement rentrer. Jian dit pas du tout. Il est impossible d'avoir de telles pensées obscures après avoir vu un coup pareil, on appelle ça un coup, un mort. Et c'était une technique qui transmettait vraiment le poids de ses années. Le vieil homme lui dit d'attendre un moment pendant qu'il guide un cochon dans la pièce, et celui-ci se tient devant Jian. Il dit que reprendre cet endroit signifie qu'il peut au moins effectuer l'abattage, voulant voir sa technique. Jian dit qu'il n'a jamais été bouché auparavant, mais qu'il va essayer. Il s'agenouille devant le cochon et place la tige sur sa tête avant de la marteler exactement comme il l'a fait. Le vieil homme dit que c'est stupéfiant qu'il fasse si facilement ce qu'il lui a fallu toute une vie pour maîtriser, et il se demande s'il ne l'a vraiment jamais appris auparavant.
Il dit qu'il a juste suivi ce qu'il a fait. Il dit à Chulou de se dépêcher et de le suspendre. Il répond bien sûr. Et le vieil homme est surpris qu'il soit si fort, car il l'a soulevé alors qu'il faut habituellement plusieurs hommes pour le porter. Et Chulou demande s'il a vraiment besoin d'utiliser ces outils. Le vieil homme est curieux de savoir ce qu'il veut dire. Et Chulou sort. On n'entend qu'un bruissement. Avant qu'il ne sorte, le vieil homme est choqué car Chulou porte un cochon mort qu'il a tué avec son poing. Il dit qu'au final, il ne reste plus qu'à le dépecer maintenant. Il voit bien que ce ne sont pas des gens ordinaires, demandant s'ils sont des artistes martiaux. Jian dit qu'ils l'ont été autrefois. Et le vieil homme demande pourquoi un artiste martial voudrait faire ce genre de travail. Et Jian dit qu'il veut juste vivre normalement. Le vieil homme dit que s'il Sen donnait la peine, il pourrait trouver plein d'autres emplois. Jian dit qu'ils l'ont cherché, mais que ce n'était pas facile. Le vieil homme dit qu'il voit bien qu'ils n'ont pas eu une vie facile, et prend une profonde inspiration en disant que c'est dommage qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Jian dit que s'il lui apprend bien, il ne sera pas déçu. La scène change et un type brise sa plume. Il demande à quelqu'un s'ils viennent vraiment de mentionner la maison médicale du fils guérisseur. L'autre type dit oui. Apparemment, un membre de la famille impériale à la retraite est tombé gravement malade, et la cour impériale a personnellement fait une demande à la maison médicale du soleil guérisseur. Le type en colère s'appelle Yom Ojung. Il dit que les médecins de la maison médicale se sont affrontés avec les gadons, mais que c'est étrange car ces salauds ne commenceraient pas à couper des têtes sans raison. L'homme à qui il parle s'appelle Dang Baek, et il dit qu'apparemment les gadins étaient après le pétrole. Yom Ojun est surpris et dit que c'est un gâchis de penser que le pétrole qui ne peut être acheté est utilisé sur un vieux noble qui est sur le point de passer l'arme à gauche. Dang dit qu'il n'est pas utilisé pour le traitement du noble. Le propriétaire était quelqu'un d'autre, donc il y a encore une chance. Yom Ojun demande si cela veut dire que ce n'est pas la propriété de la maison médicale du soleil guérisseur. Dang Baek dit que c'est exact. On dit que les gadins poursuivaient à l'origine cette personne lorsqu'ils se sont affrontés avec la maison médicale du soleil guérisseur. Et Yom Ojun dit qu'il aurait dû le dire plus tôt, demandant qui est le propriétaire du pétrole. Dang Baek lui dit que c'est quelqu'un nommé Zhang de Shaoxing, et qu'il l'a acheté à l'union des marchands de soyants. Yom Ojun rit en disant qu'il ne sait pas comment ce vieux cochon avide a réussi à mettre la main dessus, mais que c'est une occasion unique. Il peut guérir la maladie du petit morveux que le clan Yango chérit le plus, et il dit à Dang Baek d'utiliser tous les moyens nécessaires pour le ramener. Et s'il a déjà utilisé le pétrole, alors capturer celui qui l'a bu. Comme ils n'ont certainement pas encore pu en absorber les effets, il sera présent dans leur sang. Quelque temps plus tard, on voit Jian dépecer le cochon. Pendant que le vieil homme regarde, il dit que c'est stupéfiant. Il avait déjà entendu dire qu'il avait beaucoup d'expérience avec la lame, mais ses progrès sont incroyablement rapides, et il ne lui reste plus rien à lui apprendre. Jian dit que c'est entièrement grâce à ses bonnes instructions, mais le vieil homme dit qu'il est reconnaissant même en sachant que c'était un vieil attachement. Il a consacré toute sa vie à cet artisanat, et il espérait qu'il serait préservé. Sa main tremble alors qu'il l'attend vers l'avant. Il a dit que sinon, il pensait qu'il vaudrait mieux qu'il disparaisse complètement. Grâce à lui, son souhait semble enfin exaucé, et il peut fermer les yeux en paix. Jian dit pas du tout. Il s'inquiétait de ce qu'il devrait faire après son retour dans sa ville natale, mais grâce à lui, il a pu s'installer, et c'est lui qui devrait être reconnaissant. Chulou dit qu'il aurait pu simplement le découper grossièrement et le vendre, et il jette le cochon dans un tonneau en demandant pourquoi il doit apprendre ça aussi. Le vieil homme est agacé, disant qu'au lieu de lui donner un couteau, il faut juste lui faire les basses besognes, et qu'au moins sa technique d'abattage est passable, donc c'est suffisant. Chulou dit qu'il dit enfin quelque chose de sensé pour une fois. Plus tard, on les voit tous en train de boire. Chulou dit qu'il devrait juste faire ce qu'il dit, car les couteaux, ce n'est pas son truc de toute façon. Jion lui dit de faire ce qu'il veut, et il rit en le remerciant. Chulou demande alors au vieil homme s'il veut de l'alcool aussi, et Jion, surpris, le gifle en lui demandant ce qu'il raconte. Mais Chulou dit que s'il est temps de partir, un verre ne fera pas de mal. Et le vieil homme rit en disant que même si ça devait le tuer, il ne peut pas laisser passer un jour comme aujourd'hui sans boire un verre. Quelque temps plus tard, Yan est surpris et dit que les choses ont vraiment bougé. Jin demande quand il est arrivé, et il est plus surpris par le fait qu'elle porte un balai, et il le lui arrache des mains en lui demandant ce qu'elle croit faire. Elle dit qu'il ne doit pas être au courant, mais que leur grand frère a repris cette boucherie. Il dit qu'il l'a appris en chemin. Elle dit que comme il a travaillé si dur pour avoir cette boutique, elle ne devrait pas être sale, et il lui dit que ça suffit et qu'elle peut arrêter. Il lui demande si les affaires marchent bien, mais elle dit pas encore. Cela ne fait que quelques jours que le propriétaire est décédé, et elle a officiellement ouvert. Il serait déraisonnable de s'attendre à ce que ça marche bien. Il demande ce qui est arrivé au vieil homme, et elle dit qu'il s'est endormi paisiblement la nuit où la boutique a été reprise. Jian entre alors et demande quand il est arrivé, car il s'inquiétait que la mission d'escorte prenne autant de temps. Yan dit que comme il peut le voir, il va parfaitement bien, mais au final, il n'arrive pas à croire que son frère ait vraiment fait quelque chose pendant son absence, car le voyage n'a même pas été si long. Jian demande si la tournure des événements ne lui plaît pas. Yan dit que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il est juste un peu déconcerté. Il n'aurait jamais imaginé une boucherie, mais demande si ça ira car c'est une boucherie très célèbre.
Le vieil homme qui possédait cet endroit était exceptionnel. Si ses compétences sont ne serait-ce qu'un peu en dessous, il se fera insulter sans arrêt. Jian lui dit de ne pas s'inquiéter. Il est assez confiant, et s'ils veulent gagner leur vie, ils doivent travailler dur, et il parle de tout le monde. Hoche se met à crier son nom et court à travers la ville. Jion demande ce qui s'est passé. Il lui dit qu'ils sont là, et Chuo lui tire l'oreille en lui disant de s'expliquer correctement. Hoche lui dit de le lâcher, demandant pourquoi il est si violent. Chuo dit que c'est un signe d'affection, et que s'il veut lui montrer la vraie violence, il le fera. Hoche dit que non, mais dit à Jian qu'il a rencontré l'un des médecins de la famille de Zhang, et qu'on lui a dit d'amener la plus jeune, se demandant quand il devrait y aller. Jian enlève son tablier en disant qu'ils peuvent y aller tout de suite. Quand ils arrivent, Zhang est heureux de le voir. Zhang dit qu'il s'est précipité dès qu'il a appris la nouvelle, et il espère ne pas s'être précipité trop vite. Il dit pas du tout. La médecin de la famille principale voulait voir la patiente dès que possible, et il la présente comme étant Wang Yung. Jion la reconnaît, nous aussi, et elle dit que c'est une sacrée coïncidence. Ses gardes du corps disent en effet, et maintenant ils comprennent pourquoi ils le poursuivaient au départ. Zhang demande s'ils se sont déjà rencontrés. Jian dit que quand il est allé chercher le pétrole, des gens les ciblaient, et ils les ont aidés à ce moment-là. Zhang rit en disant que le destin a vraiment des voies mystérieuses. Jian dit qu'il a regretté d'être parti si vite, et qu'il aimerait exprimer sa gratitude une fois de plus. Yung dit de ne pas s'en faire, car il essayait d'obtenir le pétrole notoirement difficile à trouver, elle comprend pourquoi il était pressé par le temps. Zhang présente alors Jin à elle. Jin a l'air nerveuse et dit qu'elle attend son aide avec impatience. Yung dit qu'elle est vraiment belle, et qu'elle est heureuse d'être là, mais lui dit que sa maladie n'est pas quelque chose qu'un médecin peut guérir seul. Ce n'est que lorsque le patient et le médecin se battent ensemble que la maladie peut être vaincue. Jin est un peu gêné et acquiesce. Yung dit que c'est bien et demande à tout le monde de sortir un instant. Une demi-heure plus tard, pendant que tout le monde attend, Jion a l'air anxieux et se ronge les ongles, et Chuo se demande pourquoi ça prend si longtemps. Yoon sort alors et Jion demande comment elle va. Elle dit qu'elle a identifié la maladie. Il demande ce que c'est. Elle dit qu'elle est née avec les veines divines du yin céleste. Jion demande si c'est ce qu'elle veut dire, et si elle est sûre qu'elle ne parle pas des 9 méridiens yin sectionnés. Yoon dit qu'ils sont similaires, mais que c'est une condition différente. Juste avant qu'elle ne quitte la famille principale, une patiente avec les mêmes symptômes est venue. Au début, elle a pensé que c'était les méridiens sectionnés et a commencé le traitement, mais il y avait une différence subtile, et elle sentait que quelque chose n'allait pas. Si elle n'avait pas trouvé les archives des veines divines dans les archives de la famille principale, elle n'aurait jamais identifié son état. Chuo demande si ça peut être guéri. Yoon dit pour être honnête, elle ne peut pas donner de réponse définitive. La patiente avait déjà manqué le bon moment. Cependant, d'après les archives, l'acupuncture de la famille principale a clairement un effet dessus. Chuo demande si la vie de la personne dans les archives a été sauvée, et elle dit à ce sujet, mais on ne l'entend pas, bien sûr. Car à la place, c'est un peu plus tard, l'air est très brumeux, et Hoche a peur et demande si les choses vont bien se passer. Chuo lui demande pourquoi il redemande, en disant, bien sûr que oui. Hoche demande alors s'ils pensent qu'ils auront les résultats bientôt. Chuo dit que même pas 10 minutes ne se sont écoulées, et qu'ils n'ont probablement même pas encore commencé. Il fixe Jion, et Jion se remémore juste ce que Yung a dit. Jion lui dit qu'il comprend qu'elle a échoué. Yung dit que oui, et Jion demande pourquoi. Elle dit d'abord que c'était beaucoup trop tard. Elle avait 21 ans quand elle est venue dans la famille principale, et à ce moment-là, l'énergie yin s'était déjà infiltrée dans sa moelle, rendant tous les médicaments inutiles. Deuxièmement, bien que les symptômes puissent paraître similaires, l'énergie yin qui circule chez une personne née avec les veines divines est bien plus puissante que celle des méridiens sectionnés en termes de gravité de la maladie. Cela peut être considéré comme beaucoup plus critique. Zhang demande si elle est vraiment certaine car on dirait que c'est l'inverse. Il n'y a pas un seul cas de personne avec les méridiens sectionnés vivant au-delà de 18 ans, mais elle vient de dire que quelqu'un avec les veines divines a vécu jusqu'à 21 ans. Elle dit que c'est uniquement grâce au pétrole. C'est grâce à ça qu'elle a à peine réussi à s'accrocher à la vie après 20 ans. Jian dit que de penser qu'elle a quand même perdu la vie même après le pétrole est faux. Yoon est d'accord, disant que c'est dingue. Mais si l'acupuncture de la famille principale avait été utilisée quand elle a pris le pétrole, la situation aurait été différente. Jion dit dans ce cas, il lui a demandé de bien prendre soin d'elle. C'est l'un des rares frères et sœurs précieux qu'il a, et elle peut voir à quel point il est inquiet. Retour au présent, il attend en se disant qu'elle a parlé comme si de rien n'était, mais il ne peut se défaire de cette inquiétude. Si quelque chose, même par la plus petite des chances, tournait mal. Que suis-je censé faire? Hoche dit qu'on dirait que 2 heures se sont écoulées, et Chuo lui dit de se taire. Hoche se retourne avant que quelque chose ne lui donne une pichenette sur le front, et Chuo le rattrape alors qu'il s'effondre. Jian dit qu'il semble que des invités non désirés soient arrivés. Il regarde dans la forêt de bambou. C'est étrangement calme, mais on voit un groupe d'hommes armés à l'extérieur. Ce n'est autre que Dong Bai qui demande si c'est ici que se trouve la cible. Un de ces hommes dit que oui, et il leur rappelle que l'objectif principal est le pétrole, et que la maison médicale sera gérée par lui avec les escouades 1 et 2 du maître de salle adjoint.
Il dit ensuite à l'escouade 3 de ne laisser personne s'échapper et de sécuriser la porte d'entrée immédiatement. Alors qu'ils commencent à bouger, CHUL leur coupe la route en leur disant de ne pas bouger. Ils sont surpris, et le premier type qui s'approche se fait littéralement exploser la tête. Dong Baek et les autres sont surpris, demandant qui il est, et il répond que c'est sa réplique, demandant pourquoi ils sont tous habillés comme des idiots dans les bois. Dong Baek dit que pour causer autant de dégâts d'un seul coup, c'est un monstre. Et à en juger par son apparence, ce n'est pas celui qu'on appelle Jian qu'il cherche. Il dit à un de ses hommes qu'il va aller tuer ce salaud de Jian, et qu'il lui laisse celui-ci. Il s'éloigne d'un bond, et CHUL regarde en disant qu'il est sacrément rapide. Ses hommes demandent s'il n'a pas l'intention de l'arrêter. Il demande à quoi bon. Ils lui disent que son ami pourrait être en danger, et il rit en demandant s'ils s'inquiètent vraiment pour son chef et s'ils veulent faire un pari. Il leur parie que leur chef sera celui qui mourra très bientôt. Ils le traitent d'arrogant, mais lui disent aussi qu'ils n'ont aucune rancune personnelle, alors ils sont désolés de devoir lui faire ça. Il rit en demandant pourquoi il parle encore alors qu'il devrait déjà commencer à danser. Tous les hommes se jettent sur lui à l'unisson, encerclant complètement CHUL, et il sourit. Tout ce qu'on voit, c'est une lumière vive et des types qui volent dans les airs. Dong Baek s'est retourné en voyant l'explosion, disant, comme prévu, ils vont avoir des ennuis. Et il est pressé de tuer Jion et de prendre le pétrole car il pourra ensuite aller aider. Jion l'interrompt en demandant à quoi il pense si profondément. Il est surpris qu'il ait comblé la distance sans qu'il s'en aperçoive et s'apprête à dégainer sa lame. Alors Jian lui demande d'où il vient et ce qu'il est venu faire ici. Dong Baek dit qu'il pensait qu'ils seraient des bleus puisqu'ils tiennent une boucherie, mais ce sont de vrais monstres. Alors qu'il charge, Jian dit que ça veut dire qu'il ne va pas répondre. Il frappe des stocks vers sa tête. Jian fait un pas de côté, puis il essaie de frapper vers le bas. C'est à nouveau esquivé, et ses yeux deviennent rouges de pure rage alors qu'il est là, essayant de porter un coup significatif. Jusqu'à ce que Jian se lasse d'esquiver et utilise 2 doigts pour frapper un point sur son poignet. Il lâche sa lame, et Jian la saisit avant de le poignarder au pied. Il hurle en tombant au sol, et Jian dit qu'il va redemander d'où il vient et pourquoi il est venu ici. Si c'est pour la maison médicale ou peut-être pour le pétrole. Le type se fige, et Jian dit que cela signifie qu'il est bienvenu pour le pétrole. Peu de gens savent qu'il l'a obtenu. Alors, où a-t-il entendu ça? Dong Baek met quelque chose dans sa bouche en disant que ça s'arrête là pour lui. Jion dit que s'il répond, il lui laissera la vie sauve, mais à la place, il voit son corps s'effondrer, flasque, alors qu'il commence à écumer de la bouche. Jion se dit que s'il compte jouer à ça, il doit dire à CHUL d'en laisser quelques-uns en vie. Mais quand il se retourne, il s'approche déjà en disant que c'est bon, et que de son côté, c'est terminé. J demande s'il les a tous tués, et il sourit en répondant, bien sûr. Réalisant qu'il a fait une erreur, et qu'il n'aurait certainement pas dû envoyer cet abruti là-bas. CHUL demande alors si le type est mort, et Jion répond que oui. Il s'est suicidé avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il n'a pas réalisé qu'il prenait une pilule de poison. CHUL dit que c'est logique parce que son attention était concentrée de son côté. Mais c'est dommage, car ils n'ont pas pu découvrir qui était derrière tout ça, et ils pourraient encore les harceler comme des moucherons. J dit que ça n'arrivera pas, puisque le pétrole a disparu maintenant. Mais s'il insiste, ils finiront tous morts comme lui. CHUL dit que ce ne serait pas si mal s'il les harcelait, que ce serait même assez amusant, et que ça aiderait à passer le temps dans cette vie quotidienne ennuyeuse. Jion s'énerve et lui demande ce qu'il entend par ennuyeux, lui qui a vu tant de sang et qui en veut encore plus. CHUL réalisant qu'il a l'air fou, dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Jion dit qu'il déteste vraiment voir sa vie paisible actuelle brisée, et CHUL est d'accord avec lui. Jion lui dit alors qu'il est juste bruyant et de nettoyer cet endroit correctement. CHUL demande s'il doit le faire tout seul, et Jion répond que c'est lui qui a fait ce bazar, et qu'il va rentrer. Cheol demande comment diable il est censé faire ça tout seul. Finalement, il revient en disant qu'il a terminé, et il ouvre la porte. Jian sent une odeur de brûlé et demande s'il a mis le feu à la forêt. Il répond qu'il y avait trop de sang sur les bambous, alors il en a brûlé un peu. Mais ça prend beaucoup trop de temps, il demande si ce n'est vraiment pas encore fini. Jian dit que ça va certainement bien se passer. CHUL dit que ça devrait, avec la famille de Zhang impliquée, mais aussi le pétrole. Jian lui dit de se taire car Zhang sort, et on le voit apparaître. Jian demande rapidement comment ça s'est passé. Il lui dit qu'ils ont bien travaillé aujourd'hui, et que son état s'est amélioré. Ils ont tous les deux l'air surpris, et Jian lui saisit la main en le remerciant. Young dit que s'il entre, elle lui donnera une explication détaillée. Quand ils entrent, ils voient Young, en sueur et haletante. Jion se demande ce qui se passe, et elle dit qu'elle sait que ça pue. C'est parce que le QI impur de son corps a été expulsé. Ses hommes lui disent de faire circuler son QI rapidement, mais elle répond que ce n'est pas si grave. Bien qu'il ait fait de leur mieux en utilisant le pétrole avec les techniques de sa famille, ils n'ont malheureusement pas réussi à obtenir une guérison complète. Jion est confus, car ils ont dit qu'elle s'était nettement améliorée, et Young confirme que c'est le cas, et qu'elle est en bien meilleure santé qu'auparavant. Mais ils n'ont pas pu la guérir complètement, et elle en est désolée. Jion dit qu'il a entendu dire que c'était une technique qui nuisait aussi aux médecins, et il n'a rien d'autre à dire que ses remerciements et sa gratitude. Elle dit qu'au contraire,
c'était une opportunité qu'elle pourrait qualifier de chanceuse de rencontrer une maladie si rare, et même de pouvoir utiliser le pétrole, car soigner les patients est naturellement un devoir et un principe que les médecins doivent respecter. CHUL, cependant, semble avoir d'autres pensées, disant que ça sentait mauvais dès le moment où il a entendu que tout avait échoué. Ces hommes se demandent s'ils cherchent la bagarre, et Jion lui dit d'arrêter. Mais CHUL dit qu'au final, ce n'était que de belles paroles. Et si elle pense avoir de la chance, c'est qu'elle doit essayer d'en tirer quelque chose. Les hommes se mettent à crier, lui demandant s'il essaie de l'insulter, et il commence à libérer son aura en demandant s'il a dit quelque chose de mal. Et son aura seule est si puissante que tout le monde dans la pièce comprend enfin à quel point ce type est fort. Mais Jion commence à libérer la sienne aussi et lui dit de s'excuser immédiatement. Yoon se demande ce que c'est que ce chi, cet homme géant était déjà assez surprenant, mais que Jian soit encore plus puissant, c'est de la folie. CHUL, sans aucune pression, cède en disant qu'il a fait une grosse erreur par frustration. Jian lui demande de pardonner l'erreur de son jeune frère et présente également ses excuses. Yoon dit qu'il n'a pas à faire ça, car c'est elle qui devrait s'excuser. Elle s'attendait et espérait qu'il n'y aurait pas de problème majeur, mais elle ne peut pas exclure complètement la possibilité d'une rechute. Jang dit que ce sont des bêtises. C'était une technique parfaite, et elle n'aurait pas pu faire mieux. Ce qui est regrettable, c'est que ces symptômes étaient bien plus virulents que les 9 méridiens yin sectionnés, mais il y a aussi une erreur de calcul. Jian demande ce qu'elle veut dire, et elle explique qu'elle a surestimé l'efficacité du pétrole. Il était insuffisant pour gérer le puissant QI yin du méridien divin. CHUL dit que même si le pétrole est insuffisant, alors de quel genre de médicaments ont-ils besoin? Yoon dit que plutôt qu'insuffisant, il est plus correct de dire qu'un médicament spirituel avec un usage différent est nécessaire. À sa connaissance, il n'existe presque aucun médicament spirituel qui surpasse le pétrole. Cependant, contrairement au pétrole qui a une harmonie presque parfaite de yin et de yang, il existe des médicaments spirituels qui excellent dans le yang extrême ou le yin extrême. Jion dit que cela signifie que la maladie de sa sœur nécessite quelque chose comme ça, et Yoon répond exactement. Jion demande alors le nom du médicament, et elle répond que c'est la grande pilule revitalisante de Shaolin. Quelque temps plus tard, de retour à la boucherie, CHUL demande s'il va aller les voler ou non. Jion demande où, et CHUL boit son alcool en disant le temple Shaolin. Jion le dévisage, et CHUL demande s'il ne veut vraiment pas. Jion dit qu'il va réfléchir à ce qu'ils vont faire avec le temps qu'ils ont maintenant que sa sœur va mieux. CHUL dit qu'il ira tôt ou tard, et Jion répond que non. CHUL demande s'il en est certain, et Jion dit que puisque Yoon était confiante qu'elle irait bien pour le moment, il n'y a pas besoin de se presser. Ça ne fait même pas longtemps qu'il est rentré à la maison, donc il veut rester avec ses frères et sœurs pour l'instant. Ce sera un long voyage, alors il doit d'abord établir la boutique. CHUL dit que c'est logique, car s'ils vont tous les deux à Shaolin, la boutique ne sera plus ouverte. Et s'ils veulent que la boucherie continue de tourner même après leur départ, ils doivent leur apprendre correctement. Jion demande à qui, et CHUL répond qu'il parle de ses frères, car il pensait qu'il allait leur faire quitter leurs emplois de toute façon. Jion dit que c'était son intention, et CHUL ajoute que le voyage à Shaolin sera reporté au moins jusqu'à ce qu'ils puissent gérer la boucherie correctement. Jion dit que c'est exact. CHUL dit que Yin est naturellement diligent, donc il n'y aura pas de problème, mais Hoj est un autre problème. Et il dit quand on parle du loup, alors que Hoj entre en courant en appelant son frère. Jion lui dit de se calmer et lui demande ce qui ne va pas. Il dit que Yin a été kidnappé, et Jion a l'air surpris, demandant ce qu'il veut dire. Hoj dit qu'il a entendu dire qu'il y a quelque temps, ils ont suivi son groupe d'escorte en mission, et qu'ils ont tous été kidnappés par des bandits. CHUL commence à s'énerver, et Jion dit qu'il est temps d'aller à l'agence d'escorte pour laquelle il travaillait. Ils s'y rendent alors que Hoj les escorte dans l'agence. On voit les membres des familles de tous les travailleurs demander où sont leurs proches. L'employé dit qu'ils sont en train de négocier avec les ravisseurs. Les membres des familles demandent ce qu'il veut dire par négocier. Le type dit qu'il ne peut pas donner les détails. Mais les otages sont une priorité absolue, et ils font tout ce qui est en leur pouvoir. S'ils leur font confiance et attendent un peu plus longtemps, tout le monde reviendra sain et sauf. Hoj s'énerve, disant qu'il ne donne que des réponses formelles, et qu'il va demander lui-même. Quelqu'un s'approche pour demander s'il envoie une équipe de sauvetage ou s'il y a d'autres méthodes pour les ramener à la maison. L'homme demande qui il est censé être, et il se présente en disant que son frère aîné est retenu prisonnier. L'homme s'excuse, mais dit qu'ils doivent négocier avec lui autant que possible pour résoudre la situation. Il leur dit à tous qu'ils font de leur mieux, de leur faire confiance et d'attendre, puis il se retourne et part. CHUL dit que ce type n'a aucune sincérité, mais Hoj trouve aussi cela suspect. Il reconnaît l'un des collègues de son frère et s'approche. Son nom est Jang Son. Jang Son est surpris qu'il soit venu, et Hoj demande comment ça se passe, et s'ils sont vraiment en train de négocier comme ce type l'a dit. Il dit, bien sûr, et tout le monde sera bientôt de retour sain et sauf, donc pas d'inquiétude. Hoj les entraîne alors sur le côté, et Jian dit qu'il devrait suivre aussi. Hoj dit que maintenant qu'ils sont assez loin, il veut savoir comment la situation se déroule réellement. Jang Son dit que ces salauds demandent de l'argent en échange des otages, mais le montant qu'ils ont demandé est inimaginable. Hoj demande combien, et il répond qu'il demande 100 pièces d'or. Il a l'air surpris,
et Ji Yeon demande si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Jang Song se retourne, inquiet de savoir si c'est un de ses collègues, mais reconnaît Ji Yeon comme l'un des frères de Yin. Jang Song demande pourquoi ils ne sont pas entrés. Ji Yeon dit qu'il allait le faire aussi, mais que Jin s'est évanoui avant leur départ. Il demande ce qui s'est passé, et Jian répond qu'elle a été choquée après avoir appris la nouvelle. Il dit qu'il comprend et demande si elle va bien maintenant, et Jian répond que oui. Il soupire, disant qu'il est soulagé, mais CHULO demande comment une petite agence comme celle-ci va trouver 100 pièces d'or. Jang Song dit qu'elle est assez grande pour la région, alors pourquoi la qualifie-t-il de petite? CHULO dit qu'il doit certainement penser à une autre solution, et se demande s'il envoie une équipe de sauvetage. Le type est surpris, mais demande comment il le sait, puisque tout le monde garde le secret. CHULO lui dit que l'atmosphère le criait, mais il semble que ce sera difficile avec leur seule puissance. Jang Song dit qu'ils vont obtenir de l'aide d'autres personnes, et qu'ils en ont déjà envoyé. CHULO dit qu'il ne sait pas si ça se passera bien, car ceux qui ont pris les otages s'attendront probablement à peu près à cela. Jian demande alors qui a fait ça, car il sait qu'il y a une certaine limite entre les agences et la forêt verte. Jang Song dit qu'il semble qu'ils n'aient pas repris leurs esprits même après la destruction de leur forteresse. Réalise quelque chose et lui en demande plus à ce sujet. Il dit que c'est une forteresse appelée le camp des bandits du Tigre d'Or, et elle est assez célèbre dans la région, mais elle a été décimée il y a quelque temps. Ji Yeon demande s'il est en train de dire que le camp des bandits du Tigre d'Or a ressuscité, et Jang Song répond oui. Le chef qui avait quitté la forteresse est enfin revenu. Jian, réalisant qu'il doit terminer ce qu'il a commencé, dit à Hosh qu'il a laissé Jin avec leur voisine, et qu'il doit aller bien s'occuper d'elle. Hosh demande où il va, et Jian répond qu'il doit s'occuper de quelques affaires inachevées. Jang Song essaie de lui dire qu'il ne devrait pas partir dans cette situation, mais CHULO dit qu'ils ont trouvé un moyen de sauver leur frère, et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter, mais simplement aller s'occuper de Jin. À l'intérieur du siège de l'agence d'escorte pour laquelle Yin travaille, un homme crie en demandant si c'est vrai. Le type qui parlait à tous les citoyens plutôt dit que le contact est venu de l'agence des escortes Blaze, et que c'est certain. L'autre homme dit que c'est vraiment un cadeau du ciel, demandant si les guerriers du clan Nangung aident vraiment. Il répond, oui. Ils sont déjà partis pour le camp. Le type est juste surpris que ce soit si rapide, car l'agence d'escorte Blaze a été frappée par ces salauds avant eux. Mais il n'a pas le temps de s'en soucier, car ils doivent se préparer à partir immédiatement. De retour à la forteresse qui a été détruite précédemment, on voit le chef boire de l'alcool. Il demande s'il y a eu une réaction du bureau d'escorte, puisqu'ils ont déjà coupé les oreilles des otages et les ont envoyés. Le type répond pas encore, même après la 4e fois. Le chef demande s'ils n'ont vraiment rien dit après 4 fois. Son homme lui dit qu'ils ont fait une proposition. Comme ils n'ont pas l'argent demandé, ils veulent payer la moitié d'abord. Le chef dit que c'est intéressant, mais quoi d'autre? L'homme dit que s'il envoie la moitié des prisonniers, ils recevront le reste de leur argent. Il dit que c'est une honte que leur réputation soit en lambeaux, tout ça parce que leur camp a été détruit au moment où ils s'est absentés. Mais il veut aussi savoir s'ils ont déjà trouvé le coupable. L'homme dit qu'il mobilise toute la puissance des gardes, mais qu'il n'y a toujours rien. Le chef brise sa coupe de colère, disant qu'il veut le trouver personnellement et le mettre en pièces, mais que la reconstruction du camp est sa priorité numéro 1. Et pour cela, il s'est incliné devant la forêt verte et a même reçu le soutien du chef de patrouille et des anciens. Alors il les exploitera jusqu'à la moelle, mais ils doivent prendre de l'avance et leur envoyer des yeux et des oreilles. Un autre homme dit qu'au lieu de ça, il devrait leur couper la tête et l'envoyer. Le chef est surpris, disant qu'il est heureux de voir que les chefs de patrouille sont enfin arrivés, mais que s'ils commencent si fort, le contre-coup sera trop sévère. Il y a un risque que les sectes et les clans liés à l'agence envoient une escouade de répression. Le chef de patrouille dit que c'est exactement ce qu'il veut. Peu importe la force de l'escouade, les anciens et les maîtres suprêmes de la forêt verte sont avec eux, donc il n'y a pas de problème. Ce type des Goonies se tient là en riant, et un sorcier dérangé dit que ce ne sera pas une erreur, à moins que les maîtres de l'armée impériale ne viennent. Il n'y aura aucun problème. Le chef, toujours anxieux, est cependant d'accord, et dit à ses hommes de leur couper la tête et de les envoyer immédiatement. Mais à peine a-t-il fini de dire cela que le mur explose, et ils se retournent tous alors que le corps d'un des hommes atterrit devant eux. CHULO dit que c'était complètement en ruine, mais qu'ils l'ont restauré à ce point en si peu de temps, et c'est assez surprenant. Le chef demande qui ils sont et s'ils ont été envoyés par le bureau d'escorte. CHULO dit que cela signifie qu'ils ont vraiment envoyé une escouade de sauvetage, et le chef de patrouille demande que s'ils ne travaillent pas pour le bureau, alors que veulent-ils? J'y dis qu'ils n'ont pas besoin d'être curieux. Ils tiennent juste une petite boutique en ville, mais il veut savoir s'il est le chef du camp des bandits du Tigre d'Or. Le chef de patrouille rit en demandant ce qu'il fera s'il l'est, et Jian répond qu'il va le tuer. Le chef s'apprête à dégainer sa lame, mais le chef de patrouille lui dit d'attendre, car il veut que ses hommes s'occupent de lui, leur ennui ayant atteint ses limites. Le chef rengaine sa lame, disant qu'il comprend, et le fumeur de pipe s'avance en disant que c'est parfait. CHULO dit que puisqu'il a affaire au chef des bandits, il s'occupera du reste des déchets. Ji Yeon dit qu'il sait qu'il dit juste ça parce qu'il veut se battre. CHULO lui dit que c'est un peu des deux, ça et le désir de sauver Yin. Jian dit d'y aller, et il commence à s'approcher du fumeur de pipe et charge pour porter un coup.
Le fumeur de pipe se baisse avant d'utiliser sa pipe pour le piquer en pleine poitrine, mais il est surpris en prenant ses distances, disant qu'il a bloqué une attaque avec plus de 60 ans d'énergie éternelle avec juste un ki de protection corporelle et réalise qu'il n'est pas un homme ordinaire. CHULO dit qu'il est intéressant, et qu'il a au moins le niveau d'un maître de la voix démoniaque, donc il peut aussi devenir un peu sérieux. Le fumeur de pipe réalise que s'il est aussi détendu après l'avoir vu, il doit être lui-même un maître redoutable. CHULO demande s'il va venir ou non, et le vieil homme s'agite et fonce droit sur lui. Il porte plusieurs couverts CHULO, se disant que ça va toucher parfaitement, mais sa pipe heurte la barrière, et il réalise qu'il a fait une erreur. Alors que ces dernières d'envol de sa bouche, il est projeté droit sur Slot des Goonies. Slot le rattrape et se met à crier, lui demandant s'il va bien, mais aussi ce qui s'est passé. Le fumeur de pipe lui dit de faire attention, et Slot dit que c'est l'un des plus grands maîtres de la forêt verte, et pourtant il a été vaincu en un seul coup. CHULO s'énerve, disant qu'il n'arrive pas à croire que son ki de protection corporelle a été percé, et dit que sa compétence a dû diminuer, ou que ce vieil homme est juste fort. Jian dit que c'est probablement la première option, et CHULO s'énerve d'être rouillé, et il dit que comme prévu, tenir une boucherie ne suffit pas, et qu'il a besoin que les autres l'attaquent tous en même temps. Le chef de patrouille demande à Slot ce qu'ils sont censés faire, et il répond que ce n'est pas un adversaire qu'ils peuvent affronter avec fierté. Donc il créera une ouverture, et ils pourront mener l'unité pour une attaque totale. Alors qu'on les voit observer d'en-haut, Slot charge avec son poing levé, et CHULO l'affronte, mais esquive son coup en se baissant, le frappant en plein visage. Slot est projeté en arrière, glissant sur le sol. Le chef de patrouille ordonne à toute l'unité de l'assaillir. Ils commencent tous à le poignarder à l'unisson, mais leurs épées se brisent sur son corps, et il dit qu'ils ne sont rien d'autre que des nuisances pour lui. Quelqu'un d'autre crie à tout le monde d'esquiver. CHULO se retourne, frappe le sol du pied sur le côté, et l'onde de choc seul envoie toute l'unité voler. Le chef de patrouille se demande comment c'est possible, et Slot en profite pour combler à nouveau la distance. CHULO dit qu'il aime son esprit combatif, et Slot lui dit de la fermer en portant un coup. CHULO esquive sur le côté, et Slot tente une contre-attaque, qui est également esquivée. Il dit qu'il admet qu'il est fort, mais que même s'il devait mourir, il ne le fera pas seul. Alors que ses mains commencent à brûler d'une aura rouge, il attaque une fois de plus, et CHULO lui dit qu'il ne devrait pas trop espérer. Alors qu'il tend son poing, il charge droit devant, rencontrant l'attaque de Slot, créant une onde de choc massive. Cela commence à projeter Slot en arrière, mais CHULO ne le laisse pas faire, et à la place, son poing traverse directement le crâne du type. Le chef de patrouille réalise qu'ils ont fait une erreur en regardant Slot, qui est maintenant encastré dans le plancher, la tête pulvérisée. CHULO dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il essaie d'esquiver, et que c'est la seule raison pour laquelle sa main lui a traversé la tête. Le chef de la patrouille prend peur et recule contre un mur, lui disant d'attendre car son père est le grand chef des 18 branches de la forêt verte. S'il l'épargne, tout ira bien. CHULO lui dit de la fermer alors qu'il lui serre la tête, le tuant, et le jette au sol près de Slot, en disant que parfois, ce genre de déluge est agréable. Il dit à Jon que c'est fini, et Jon répond que le seul qui reste maintenant est le chef. Le chef réalise que les plus grands maîtres de la forêt verte ont été vaincus en un instant, et que l'autre homme n'est pas intervenu une seule fois. C'est un gâchis, mais il doit sacrifier les gardes et s'enfuir pour combattre un autre jour. Jian dit qu'il a précédemment demandé qui ils étaient, et que peut-être il aimerait entendre que ce sont eux qui ont détruit cet endroit. Il a l'air surpris, mais aussi furieux en réalisant que ce sont eux qui ont détruit son camp. Il réalise qu'il ne peut pas les laisser s'échapper. Pendant ce temps, dans la forêt près du camp, nous voyons les squads de sauvetage en chemin. Et comme nous l'avons appris précédemment, elles comptent des membres du clan Nangung. L'un d'eux, qui a l'air jeune et s'appelle Min, demande pourquoi il y a tant d'épines et de lianes. Le chef de l'agence d'escorte de Yin, Yugon, leur dit à tous qu'il est désolé, mais que ce chemin était le plus rapide qu'il pouvait prendre. Min dit qu'il plaisante, car un chemin difficile n'a pas d'importance quand on est venu ici pour attraper des bandits. Un autre membre du clan Nangung nommé Kyung dit qu'il est encore jeune, et demande à tous les autres de ne pas être comme lui et de garder cela à l'esprit. Bien qu'il soit important de les maîtriser, la priorité absolue est la sécurité des prisonniers, et ils ne doivent pas agir imprudemment au risque de les mettre en danger. Ils répondent « Oui, chef », et il les fixe une seconde avant de dire qu'il est temps de continuer. Mais il s'arrête net. Min demande ce qui ne va pas. Il dit qu'il semble qu'un combat ait éclaté. Min demande s'il parle du camp des bandits, et il répond que oui. Cependant, il semble que ce soit déjà terminé. Min demande si un autre groupe est intervenu avant eux, car il a entendu dire que l'agence d'escorte avait demandé de l'aide à d'autres personnes à l'avance. Kyung dit qu'il ne sait pas, mais qu'il semble qu'ils doivent se dépêcher. Retour au chef qui balance sauvagement son épée en essayant de toucher Jion. Il détruit son bâtiment pendant que Jion esquive tout. Ça l'énerve, et il crie en lui disant de se battre comme un homme. Jion lui demande s'il est vraiment si en colère. Le chef lui dit d'arrêter de jacasser, mais Jian dit qu'il a besoin de savoir s'il est si en colère qu'il est prêt à détruire sa propre maison. Le chef dit que sa forteresse, qu'il a construite toute sa vie, a été détruite par un gamin, alors bien sûr qu'il est en colère. Et il va exterminer 9 générations de sa famille et raser le village même où ils vivent.
Jion dit qu'il voit, et qu'il trouve que c'est un gâchis de perdre cet endroit même s'il a été bâti en opprimant les faibles et en kidnappant des innocents pour les vendre. Le chef dit que c'est ce que font les bandits, mais que ça n'a rien à voir avec lui. Alors qu'il charge, on voit ses dents voler. Jian le frappe rapidement au visage. Il commence à tomber inconscient sur le sol et y enfonce la tête. Jian dit que s'il pense que cela n'a rien à voir avec lui, il se trompe, car il y a 12 ans, il a été capturé ici, torturé puis vendu comme du bétail. Il commence à piétiner la jambe de l'homme, l'écrasant. Il dit qu'après l'avoir vendu à la voix démoniaque, il a été traité pire qu'une bête, et qu'il a frôlé la mort des centaines de fois avant de finalement s'échapper. Et quand la personne, le soutien de sa famille, a disparu, il survivait à peine. Et finalement, sa mère est décédée de toutes ces épreuves. Il lui brise ensuite le bras avant de lui donner un coup de pied dans la poitrine, l'envoyant voler contre un pilier. Il dit qu'il est furieux parce qu'il n'a pas pu être là pour sa mère dans ses derniers moments. Et le chef dit qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'un de leurs esclaves revienne pour se venger. Jion dit que si cela ne suffisait pas, il a kidnappé son jeune frère. Et s'il ne comprend vraiment pas pourquoi cela le concerne, il est tout simplement stupide. Le chef dit qu'il a eu tort, suppliant pour que sa vie soit épargnée. Le mec n'a plus qu'une seule dent. Jian dit qu'il va plutôt le faire supplier d'être tué. Et une fois qu'il lui aura dit de lui-même l'emplacement des prisonniers, il lui permettra de mourir. Il place 2 doigts sur la poitrine de l'homme et commence à l'électrocuter, on voit le courant le traverser. Il hurle de douleur, et cela continue car Jion s'assure de le torturer exactement comme il l'a été auparavant. Kyung entre alors en lui hurlant d'arrêter, mais Jion continue. CHULO demande qui est ce vieil homme, et Jion lui dit de s'en occuper pour lui. CHULO dit que ce sera facile, et Kyung dégaine sa lame en courant vers lui. CHULO balance un coup vers sa tête en disant qu'il ne le laissera pas approcher. Il envoie une rafale d'aura avec son coup de poing, et Kyung la repère et doit utiliser sa propre aura pour la bloquer. Mais il réalise qu'elle l'a simplement traversée, alors il doit en envoyer plus pour essayer de la bloquer. Il faut 7 coups. Il dit qu'il n'a pas utilisé toute sa force, mais que son ki d'épée soit dévié si facilement, c'est un problème. CHULO lui dit que ce n'était pas mal. Il ne s'attendait pas à ce qu'il l'esquive, et ce sera certainement plus amusant que le « method » alors qu'il le regarde. Kyung le reconnaît comme l'un des plus grands maîtres de la forêt verte, disant que bien que son caractère soit nul, sa compétence est significative, mais comme il s'y attendait, il doit prendre ce type au sérieux, et on le voit utiliser une technique appelée l'art du ki unique du ciel bleu. CHULO est impressionné, disant qu'il se doutait qu'il n'était pas un homme ordinaire, et que finalement, il peut aussi devenir sérieux. Il commence à charger l'un vers l'autre, et nous voyons leur ki s'affronter une fois de plus au milieu. CHULO ne s'arrête pas là cependant, et il enchaîne avec un autre coup de poing. Kyung se baisse et comble la distance en disant qu'il ne pourra pas esquiver ça, et il le tranche plusieurs fois. Il se retourne alors, prêt pour la suite, mais commence à cracher du sang, se demandant comment c'est possible, car il pensait que CHULO aurait au moins été gravement blessé. Mais tout ce qu'il a fait, c'est lui égratigner le cou, et CHULO dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son propre sang. Les autres membres du clan Nangun se demandent d'où diable sort un tel monstre. Min s'apprête à dégainer sa lame, et ils se tiennent tous devant CHULO alors qu'il se moque d'eux. Il dit que ce sont toujours ceux qui n'ont aucune compétence qui essaient de l'emporter par le nombre, mais qu'ils devraient savoir que ça ne marche pas avec tout le monde. Kyung leur dit à tous d'arrêter, car il n'a pas encore fini. Min essaie de le raisonner, mais Kyung dit qu'ils ne font que salir l'honneur de leur clan et qu'ils doivent reculer. CHULO dit que c'est mieux comme ça, mais Jion leur dit à tous d'attendre. CHULO demande ce qui se passe, et quand il se retourne, il voit son visage et commence à paniquer. Il se dirige vers Kyung en portant le chef, demandant s'ils sont du clan Nangun. C'est qui ce putain de mec?